vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Minibus. Et non, c'est pas Philippe David, c'est les vraies voix des JO. Philippe David et Cécile de Minibus sont au bord d'une piscine, ils sont en vacances en ce moment, on les embrasse évidemment. Les vraies voix des JO, alors on va se mettre en mode, c'est la der des der quasiment, oh là là, c'est déjà passé trop vite. Ces vraies voix des JO de cette Olympiade parisienne avec nos vraies voix exceptionnelles comme chaque soir, les membres du collectif des championnes et champions français que l'on remercie aura jamais assez d'être venus pendant 3 semaines nous livrer leur jeu, leur expérience, tout ce qu'ils ont vécu dans leur carrière immense. Et je vais vous présenter le plateau de ce soir dans un instant. On va revenir dans notre premier débat tout à l'heure à 17h30 sur les sports co qui vont sans doute permettre d'engranger encore de beaux moments d'émotion tout au long du week-end. Comment expliquer cette réussite collective? On en parlait d'ailleurs au début de cette émission il y a quelques 3 semaines, mais ça se confirme encore une fois. C'était le rugby à 7 qui avait en quelque sorte ouvert le bal. Mais ce week-end, alors ce soir, il y a le foot, il y a le basket masculin, le hand féminin, le volley masculin. On espère aussi les filles du basket. Tout ça apportera des médailles. Comment réussir dans le sport co de cette manière assez insolente? On ne passera un petit coup de fil à Elie Bopp, qui a été un grand entraîneur de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse. Et on avait envie d'avoir au coach Bopp son avis. Deuxième heure, le sujet vraiment qui va nous tomber dessus, c'est comment on va prolonger l'effet JO pour la société, le sport français, pour le monde du sport déjà, pour la société en général. Quel héritage pourrons-nous récupérer de ces JO? Quelle place donner au sport pour la nation, pour nos jeunes? C'est un débat qui va inévitablement s'ouvrir compte tenu de la réussite de l'événement, parce que on peut dire qu'il n'y a pas eu de couac particulier, et ça c'est important de le souligner. Nos vraies voix du soir, mesdames, messieurs, on les salue. C'est eux qui sont avec nous ce soir, avec toujours Marie-Claire Restou. Bonsoir Marie-Claire, ça va bien? Très bien. On a un petit baby blues, un petit JO blues qui se profile. Hein. J'espère pas, on va tout faire pour qu'il n'arrive point. Ouais, ça serait cool. Philippe Candeloro, ça va bien? Bah moi, impeccable. Ouais. On attend la cérémonie de clôture pour voir ce que ça va donner. Ouais, pourquoi? Même on pourra plus critiquer derrière, c'est con. Vous inquiétez pas, puisqu'on reviendra plus là. Enfin, peut-être si je sais pas, un petit peu en invité, vous aurez l'occasion de. Ou en éviter. Ou en éviter. On aura tout à l'heure à 18h aussi Pascal Eouzan, le président du collectif. Vous le connaissez, tout à l'heure il sera avec nous bien sûr. On aura aussi Daniel Sangouma qui est en route pour le Stade de France. On se refait pas quand on a fait du relais 4 fois 100, la spécialité de sa vie, d'aller voir ce qui va se passer du côté du Stade de France dans un instant. Autre coup de fil de nos vraies voix exceptionnelles, nos vraies voix des JO, Sébastien Delaigne aussi pour le pentathlon moderne. C'était aujourd'hui les compétitions et Sébastien a été comme un bon Olympien qui se respecte, un bon champion du monde. Il est allé supporter cette équipe de France avec 2 Français qui sont en finale. On a toujours Antoine Mazer qui est là, l'homme qui... Alors, pour la petite histoire, si vous allez sur le compte Instagram de Sud Radio, ils ont essayé de se mettre au ping-pong cet après-midi, au tennis de table. Et il y a du boulot, hein. Non. Ah, vous êtes... On est prêt. Et vous avez perdu contre nos amis de Bouygues Télécom? Non. On a fait un petit match d'entraînement et puis on va les redéfier la semaine prochaine quand on sera rodé avec Gauthier. D'accord. Ah oui, donc vous avez de la suite dans les idées. Mais enfin, il y a du boulot quand même. Ça va pas aussi vite que tout à l'heure avec les frères. On a essayé d'imiter justement les frères Lebrun et Simon Gauzy qui ont rapporté une très belle médaille de bronze historique pour le tennis de table français ce matin. Médaille de bronze après leur victoire in extremis face aux Japonais. Ouais. 3 matchs à 2 et donc cette première médaille de bronze. Donc la deuxième médaille sur tout l'ensemble des Jeux Olympiques et surtout c'est la seule médaille pour l'instant du jour, mais il risque d'y en avoir, c'est même pas il risque, c'est sûr, on va en avoir une autre dans moins de 50 minutes maintenant, la finale de football France-Espagne du côté du Parc des Princes. Oui, et j'ai croisé une famille de Toulousains qui étaient au grand complet habillés en supporters de l'équipe de France, mais c'est effectivement, et c'est des gens qui ont passé leurs vacances à regarder les JO à Paris et qui ont à peu près vu toutes les compétitions possibles et inimaginables. C'était l'intégralité de leur congé. Allez, on va au standard si vous le voulez bien. On va retrouver notre auditeur. C'est Philippe, c'est ça Philippe? C'est moi, c'est lui. Comment c'est ça Philippe, va? exactement. Ouais. En pleine forme. En pleine forme, vous sortez de la plage à la Grande Motte ou pas? Non, je sors pas de la plage, je sors de la piscine. Parce que là, il fait trop chaud pour aller à la plage. Et ouais. C'est vraiment, c'est violent là. C'est violent. Ça tape fort. C'est pas facile les vacances. C'est dur. Hein. La vie est dure, les amis, la vie est dure. Si vous saviez. Et alors aux 200 papes, vous faites combien?
Moi, au 200 papes, je nage à peu près comme un fer à repasser. Donc, je pense que je dois mettre 15 minutes, peut-être. Je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc, à peu près comme moi, quoi. Même mes petites nièces de 7 ans me mettent la dose, donc. Bon. Donc, vous vous inscrivez à un club de natation à la rentrée, si j'ai bien compris. Ouais, c'est pas sûr. Bon. C'est pas gagné. Alors, dites-moi, vous, ces JO, alors, quand on est en vacances, on jette un œil, on regarde, on se passionne, on regarde les résumés le soir, pendant la sieste, comment? Sincèrement, c'est un super spectacle, c'est magnifique. Il y a une ambiance de dingue. Après, moi, j'avais pas un coup de gueule, parce que c'est un peu con de pousser des coups de gueule, mais j'avais une question que je voulais poser aux grandes gueules, justement, c'était comment on explique que dans la plupart des sports, on arrive à avoir des médailles, on arrive à briller, même dans des sports où on n'est pas forcément historiquement super bon, mais en athlétisme, sincèrement, la moisson, elle est quand même assez faible. Et comment on explique ça? Où est le truc, quoi? Là, c'est Daniel Sangouma qui pourrait répondre en tant que grande gueule. Ouais. Philippe, il dit ça va, tu t'adressais à moi quand tu disais grande gueule ou quoi? Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, bon, les spécialistes de l'athlé disent que bon, voilà, il y a des problèmes au niveau de la fédération, de la gestion en fait du haut niveau. Du côté de cette fédé, bon après moi je suis pas à l'intérieur donc je vis pas ces mêmes critiques. Hein. Après moi j'aurais espéré que l'athlète français en fait se fasse pousser des ailes grâce justement à cet engouement des Jeux Olympiques de Paris 2024. J'y croyais. Bon il y a pas de grandes médailles qui se profilent, hein, mais bon on n'est pas loin de l'objectif. J'avais dit 63 médailles. On n'est pas si loin. Oui. On n'est pas si loin. Dans le pronostic. Et quand on voit le bond que les Américains ont fait alors les 3 derniers jours. Je veux dire, ils ont dépassé la centaine de médailles, c'est un truc de malade, mais grâce beaucoup à l'athlétisme. Et effectivement, il y a quand même énormément de médailles à aller chercher grâce à l'athlète et qu'il faut qu'on progresse là-dessus pour que Los Angeles soit une meilleure moisson. Ouais, est-ce que c'est un problème? Parce que ça chambre beaucoup dans le groupe du collectif des champions français, justement sur les médailles récoltées. Mais est-ce que c'est parce que la concurrence aussi est plus élevée, parce qu'il y a plus de pratiquants Comment on peut expliquer ça, Marie-Claire? Alors, il n'y a pas que l'athlète qui est passé à travers ces jeux aussi. J'en sais rien, je pense que des gens qui courent vite, qui sautent haut, il y en a un peu partout. Après, tout est une question et de détection. Alors, est-ce qu'en France, on détecte dès le plus jeune âge ou pas? Je ne connais pas bien la fédération d'athlétisme pour répondre à la question, mais effectivement, les sports qui marchent bien, c'est des sports qui détectent assez jeunes et qui après... font rentrer les sportifs dans des cursus de sport-études, dans des cursus de sport universitaire et qui suivent leurs athlètes pour qu'à un moment ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc je ne sais pas si c'est le cas en athlétisme. Je pense que le résultat de Paris 2024 donnera l'occasion à la fédération de se questionner sur le sujet. Alors il n'y a pas seulement la fédé, moi je pense aussi que il y a l'éducation nationale et le sport à l'école qui peut être un problème, parce qu'aujourd'hui en éducation sportive durant l'école, moi ma fille elle faisait de la pyramide humaine, elle faisait pas de course, c'est plus facile de mettre 20 gamins ensemble à jouer au ping-pong, au tennis, à faire des jeux de balles et des trucs où on n'a presque pas à s'en occuper, plutôt que de les faire courir sur un stade et leur faire découvrir des activités liées à l'athlétisme, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On emmenait toujours courir tout le monde, on faisait des jeux ludiques à travers des initiatives de l'athlétisme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ouais. Voilà, Philippe. Donc, on vous laisse rentrer de la piscine et on vous retrouve tout à l'heure pour le quiz et vous choisirez quelle vraie voie des JO vous voulez choisir pour concourir à cette. Oui. Ouais, je pense que je vais prendre la plus grande gueule de l'émission. Ah. Oh, la pression. Tu sais quoi, à chaque fois qu'il y a un auditeur qui a voulu jouer avec moi, il a paumé. Hein. Mais c'est pas grave. Ouais, mais ils se sont bien amusés à chaque fois. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Et ça sera c'est ça la magie des jeux. Et ce soir, c'est un quiz un peu différent. C'est un quiz pour une nouvelle discipline. C'est un quiz spécial breakdance. Mais Philippe de la Grande Mode, je vous rappelle que cette compétition est faite pour la gloire et pour l'honneur et le plaisir de participer tous ensemble. Si on ramène. Ouais. Dans tous les cas, on est ravis de vous avoir. Vous ne bougez pas dans un instant. Évidemment, on va revenir sur notre débat également, mais avec Daniel Sangouma qu'on aura et qui est en route pour le Stade de France. Me dit-on, il est là, Daniel? Ah, il est là. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Alors on parlait d'athlétisme, alors vous nous manquiez, parce qu'on savait pas trop quoi dire à Philippe de la grande mode qui trouvait dommage que l'athlète n'arrivait pas encore à décrocher des médailles. Est-ce que tout est perdu, Daniel? Non, tout n'est pas perdu, loin de là. Je pense qu'on a au moins une, voire deux chances, peut-être même trois avec les relais. Donc nous allons être optimistes jusqu'au bout. Ah, il faut être optimiste jusqu'au bout. Alors, sur les relais? Tout à fait. Sur les relais, oui, on a 4 relais qualifiés, 2 relais filles, 2 relais garçons. Ça n'est jamais arrivé. Donc on espère bien qu'il y en ait un qui puisse tirer son épingle du jeu, notamment le 4x100 féminin peut faire quelque chose, le 4x4 masculin également peut faire quelque chose. Pourquoi pas donc voilà, tant que c'est pas terminé, on y croit, hein, tant que la ligne n'est pas passée, tout le monde le sait, hein, dans le sport, on peut pas tirer des plans sur la comète. Bien sûr. On a également notre coureur de 400 mètres relais qui est en bonne position pour éventuellement jouer les troubles faits et être un outsider de plus que de qualité. Et puis on a Gabriel Tual sur 800 qui a aussi de grandes chances avec les chronos qu'il a réalisés cette année, avec la façon dont il a géré ses tours de qualification. Ce matin encore, il a très très bien couru. Il n'est pas favori, mais il est juste derrière, donc sur un malentendu, tout peut arriver, comme on dit. Qu'est-ce que t'appelles sous un malentendu? Ça peut être quoi? Non, c'est un malentendu, ça veut dire que dans une course accrochée où il y a, je sais pas, un peu de frottement, etc. Et puis sur la forme qu'il a depuis quelques semaines, là, rien n'est interdit. En tout cas, il n'est pas interdit de penser qu'il a la capacité sur son finish, parce qu'il a un excellent finish dans les derniers 300 mètres. Il est très très fort, et donc qu'il aurait la capacité d'aller chercher une médaille. Après la couleur, je n'en sais rien. C'est ce que j'allais dire, parce que tu dis sous un malentendu, ça me rappelle une réplique de film. On peut pas tout miser sur notre physique, mais là il faut miser tout sur le physique, justement. C'est ça. Exactement. Daniel Sangouma, est-ce que le coup de gueule du patron de la performance, la haute performance de la fédération d'athlétisme a eu un effet? Est-ce que quelque part c'était justifié de rappeler à leurs obligations, j'allais dire, d'Olympiens ou de futurs Olympiens, les membres de l'équipe de France d'athlétisme, en disant soyez dignes de cette sélection? Mais bien sûr, bien entendu. C'est pas là qu'on doit le blâmer, mais c'est évident qu'il fallait le faire. Bon, sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et c'était pas l'objet. On est aux Jeux Olympiques, on est focalisé sur nos épreuves, on est focalisé sur nos résultats. Donc il n'est pas question de se perdre dans des conjectures, dans des affichages, j'allais dire, qui n'ont rien à voir avec la performance et l'atteinte de l'objectif. Donc pour moi, il était évident que le coach le manager devait absolument remettre ça au point. Ça a été fait, ça a été bien fait. Et puis tant mieux, parce que si ça doit permettre à nos athlètes d'être reconcentrés, si tant est qu'ils aient été un peu déconcentrés, tant mieux. Ouais. Ok. Ah, Daniel arrive au Stade de France, si j'ai bien compris. Voilà. On aimerait être avec lui. C'est ça. Daniel, on vous laisse vous installer en tribune, parce que vous allez assister effectivement à cette soirée d'athlétisme, cet apogée. Et après, parce qu'il faut qu'ils rendent le stade d'athlétisme, le Stade de France, pour la cérémonie d'ouverture, de clôture. Il y a encore demain. Il y a encore demain. Moi, j'y vais demain soir, donc à l'athlé. Ah bah ça va tout changer. Ah ouais. Là, ils vont se défoncer, les Français. Vous allez voir. Ouais, il va y avoir un gros plan sur Philippe Candeloro, et là, ça va tout changer. Vous bougez pas. Donc, dans un instant, on va revenir avec nos vraies voix des JO. Ce soir, on va faire aussi le tour d'horizon de son parcours olympique, parce qu'il a fait des milliers de kilomètres dans tous les sens. Il a vu tous les stades. C'est Clément Arion qui est ce soir avec nous et qui nous fait un petit débrief. Voilà, on avait envie de savoir comment il avait vécu tout ça, le jeune homme. C'est à suivre sur Sud Radio. On aura aussi avec vous les 3 mots des JO. Ce soir, c'est quoi, Antoine Nazaire? Covid, record et surf. Ah, c'est super. Donc, c'est dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. On préfère ça, alors. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix des JO, c'est la dernière de cette Olympiade. Les Jeux se refermeront donc dimanche soir, les Jeux Olympiques, puisque les Paralympiques vont démarrer à la fin du mois d'août. Mais cette cérémonie de clôture qui démarrera sur les coups de 21h à Paris, qu'on annonce grandiose. Mais ce soir, c'est notre cérémonie de clôture à nous, avec Philippe Candeloro comme vraie voix des JO, Marie-Claire Restou, Pascal Eouzan qui va nous rejoindre dans un instant, Daniel Sangouma qui est depuis le Stade de France, et tout à l'heure également Sébastien Delaigne. Vous les connaissez
connaissez maintenant ces légendes du sport français, membres du collectif des championnes et champions français qui ont mis les vrais sujets sur la table dès le début dans cette émission. Il y a 3 semaines, on parlait justement de cet héritage des Jeux, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre et quelles allaient être les problématiques, quelles allaient être mises en avant. On parlait des histoires, Marie-Claire, des primes versées aux athlètes et les médaillés. Et vous aviez été tous les deux, je crois, les premiers à dire c'est bien beau ce qu'on donne aux athlètes, c'est pas assez, mais surtout c'est fiscalisé. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Ils réfléchissent à défiscaliser l'affaire. Ah oui, on a une certaine influence, je dois dire. On doit être écouté finalement. Vous croyez quoi? Que vous êtes sur c'est Sud Radio, mesdames, messieurs. On parle vrai, donc ça porte tout ça. C'est le moment de faire sa liste de Noël alors. Sa liste de courses. Sa liste de courses. Et puis il faut continuer d'appuyer, paraît-il. C'est comme ça que ça marche. Attendez, la trêve politique va reprendre là. Ouais, on va voir ça dans un instant. Allez, c'est lui qui a sillonné tous les sites olympiques en région parisienne, dans Paris, qui est allé fêter les athlètes comme il se doit. Il a bonne mine parce qu'il a pris des coups de soleil. C'est Clément Harion. Et c'est votre dernière ce soir, mais on voulait vous entendre, Clément, sur ce qui vous avait plu, ce que vous aviez vu, ressenti de l'intérieur. Voilà vos coups de cœur et peut-être votre coup de gueule. Alors j'ai 3 coups de cœur et un petit coup de gueule, mais c'est vraiment un petit parce que vraiment ces JO étaient quand même assez exceptionnels, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, sur le cahier. Je vais commencer avec les volontaires qui sont toujours là au métro, aux abords des stades. C'était vraiment impossible de se perdre, tout simplement pendant ces JO. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Tout est bien indiqué, ils sont partout, donc vraiment ça assez incroyable. Et puis ils ont mis l'ambiance aussi avec de la musique. Je pense que ces Jeux n'auraient pas été pareils sans eux. Vraiment le maillon essentiel pour moi de ces Jeux Olympiques, en tout cas en dehors des stades surtout. Et ils ont participé aussi à la coordination aussi entre les spectateurs, les lieux, les forces de l'ordre aussi. Sur les forces de l'ordre, j'avais jamais vu les policiers sourire moi à Paris, par exemple. Et là ils étaient tout le temps souriants, donc c'était vraiment incroyable. Ils dansaient même. Et ils dansaient, etc. Ils ont fait des holas. Pour revenir sur les bénévoles, en plus, ils ont fait un bon investissement parce qu'il paraît que leur tenue valent une fortune. Exactement. C'était mon petit reportage qui est passé ce matin d'ailleurs sur Sud Radio. Il y avait des bobs qui se vendaient à 500 € sur les plateformes de revente. Les bobs multicolores, ces fameux bobs. Je sais pas s'ils ont réussi à les vendre. Fabriqués par une célèbre marque à fond la forme. C'est ça, je crois que c'est le slogan, mais qui est en édition limitée. Donc c'est pour ça que les prix grimpent. Je vous dis pas s'ils avaient rajouté la petite cocarde, vous savez, de la boisson anisée. En plus, au moment de la pétanque. C'est pas les mêmes contrats, je pense. C'est pas les mêmes accords. C'est pas les mêmes bobs. C'est pas les mêmes accords. Et puis alcool et sport, c'est pas trop les valeurs. Ça fait pas bon ménage. Il y avait 0 alcool sur les sites. Oui. Zéro alcool. 0 dans les stades, etc. Les fan il y avait de la zones, bière, mais 0 alcool. Mais dans les sites olympiques gérés par le CIO, tout était fourni sans alcool. Ça en a déçu certains. Dans les zones hospitalité, il y en avait un peu. Oui, mais ça c'est géré par dit-elle. Il y en avait on ne demandera pas de précision, Marie-Claire Resto. Deuxième coup de cœur, j'y viens. L'ambiance, l'atmosphère dans toutes les salles, sur tous les lieux d'épreuve, ça a poussé les Français comme jamais, on le sentait bien. Et puis on a beaucoup parlé des médaillés sur ces JO. Il faut penser aux athlètes aussi qui ont passé quelques tours ou qui se sont fait éliminer en demi-finale, qui sont passés par les séries tout simplement. Et la grande majorité, pour moi, de ce que j'ai vu, ils ont kiffé quoi. Ils ont kiffé même s'ils se sont fait éliminer. Au Stade de France, rien que les séries, c'était tout simplement incroyable d'avoir une ambiance pareille. Donc voilà, un autre petit coup de cœur, c'est sur un sport, c'est sur le tennis de table. Je suis désolé, on fait que d'en parler, notamment avec Antoine. Mais les frères Lebrun, c'était vraiment incroyable. À la Paris Sud Arena, encore une médaille ce matin. On l'a dit, c'était interminable. Là, ils arrêtaient pas de jouer. J'ai mis encore des matchs. Ça a duré plus de 3h20, il me semble. On connaît pas bien l'épreuve par équipe. Ouais. Donc du coup, un coup ils sont en double, un coup ils sont tout seuls. Ça commence par le double et c'est que du simple derrière. C'est le premier arrivé à 3 matchs à gagner. Voilà. Donc il peut y avoir 5 matchs. C'est maximum. pas comme le tennis. Non, mais c'était interminable. Par contre, on se régalait. Les 6 matchs qui se mettaient, et ça revenait sur la table, c'est un truc de fou. Ouais, comme quand ils se sont entraînés dans la cour de Sud Radio. Là, c'était pareil. C'était du même niveau. Même niveau. Là aussi, il y avait une ambiance incroyable au tennis de table, vraiment. Et puis mon petit coup de gueule, c'est la climatisation à fond dans les salles fermées, notamment au judo, au basket, au tennis de table. J'ai attrapé un petit peu froid. J'étais malade pendant 2 jours. Malade, j'ai pas eu le droit. Non, j'ai continué à travailler, à être sur tous les plans. Mais c'est vrai qu'il faisait assez froid, notamment les jours où il faisait 35 degrés dehors. On attrapait froid dans les salles, voilà. Et j'étais pas le seul à m'en plaindre, notamment des spectateurs qui m'ont dit aussi. Ouais. Je sais pas vous si vous êtes allé dans les salles. C'est dur. C'est le tout petit coup de gueule. Le journaliste sportif, il est toujours maltraité. Ah ouais. Je suis dur. Il ferait trop chaud, il dirait le contraire et ça serait pas.
Le moment d'émotion que vous avez vraiment ressenti comme le plus fort, si vous y avez une image là tout de suite. Une image tout de suite, c'est peut-être la grosse déception de Clarisse Agbenienou au judo. Où on sentait, parce qu'on se dit parfois, il allait quand même médailler de bronze, et on a senti une telle déception quand elle a perdu en demi-finale. C'était assez incroyable. Moi, je me suis dit, elle va jamais s'en remettre pour le bronze. Elle s'en est remise quand même, remise. 40 minutes après, elle est remontée 40 minutes après. Ouais, je crois quand même au fond d'elle, elle est encore un peu. On était très loin dans la tribune presse, mais ça se voit. Mais elle était folle de rage en fait après cette demi-finale perdue. Bon, elle a quand même une médaille de bronze et puis elle s'est rattrapée par équipe quand même. Mais vous allez enfin vous mettre au sport, Clément Arion? Ah, mais je m'y mets un peu de football dans l'année, évidemment. Rugby à 7, c'était incroyable d'ailleurs, un plaisir de commenter ces matchs avec vous à distance. Très sympa. Et puis un petit dernier mot sur l'athlé, parce que on met beaucoup la pierre sur l'athlé en ce moment. J'ai vu Gabriel Tual ce matin sur le 800 mètres, c'était quand même pas mal. Je le sens bien pour une médaille. Bon. Et le relais 4x400 chez les hommes aussi, j'annonce une petite médaille. Voilà. Bon, c'était Clément Gump en fait. C'est ça. Un jour, arrêtez de courir un truc. C'est ça. C'est lui qui aurait dû postuler pour la médaille. C'est ça. Moi, j'ai pas eu de médaille. Bon, en tous les cas, merci Clément. Bon week-end, parce qu'on vous retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio évidemment, ça, et vous allez plus parler trop des JO. Vous avez changé d'univers, mais si, toujours. De 12h à 13h avec Maxime Liedo. On fera un petit point et puis on va parler des Jeux paralympiques aussi. C'est bien. Vous allez faire la même chose là sur les paras? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. C'est moi qui décide. C'est Christine Bouillot qui décidera. On verra ça. Oui, mais on va en parler des Jeux paralympiques, bien évidemment, sur l'antenne de Sud Radio. Bon week-end. Merci beaucoup, Clément. Merci à vous. Merci pour ce super boulot. Est-ce qu'on a le temps? Je me tourne vers Max en régie qui lève les yeux au ciel en disant on va faire une petite pause et on va faire les 3 mots des JO, puis on ouvrira notre débat sur les sports co. On passera un petit coup de fil à Eli Bop, une vraie voix aussi du football, parce qu'après 18h, je pense qu'il sera devant sa télévision à regarder un certain France-Espagne. En finale des JO, donc on va plus pouvoir trop l'embêter. Et puis on retrouve nos vraies voix ce soir, Marie-Claire Resto, Philippe Candeloro, toujours là, fidèle au poste et en forme, et Daniel Sangouma, qu'on appellera aussi du côté du Stade de France dans cette première heure. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix des JO, c'est la dernière de cette Olympiade, même si les compétitions, bien sûr, continueront ce week-end avec beaucoup de finales en vue, et ce sera à vivre sur Sud Radio, bien sûr. Nos vraies voix des JO ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français, Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou. Tout à l'heure, nous serons à partir de 18h avec en plus Pascal Eouzan, le boss de ce collectif, qui essaye de mettre de l'ordre dans l'organisation, dans tous vos agenda. Daniel Sangouma également, qui fera tout à l'heure un petit point, puisqu'il est au Stade de France pour suivre cette avant-dernière journée des compétitions d'athlètes, et Sébastien Delaigne aussi pour le pentathlon moderne, multi-champion du monde de pentathlon, et qui a suivi les compétitions. Donc on fera un petit tour, on l'appellera également tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va faire nos 3 mots des JO avec vous, Antoine. Les vraies voix Sud Radio. Et avec ce premier mot, c'est Covid, parce que bien sûr, c'est l'Américain Noah Lyles, vainqueur, on se rappelle, de la finale du 100 mètres dimanche dernier, qui a fini 3e sur le 200 mètres hier soir en 19,70, sacré chrono sous les 20 secondes, derrière son compatriote Kenny Bednarek et le Botswanais Letsil Tebogo en 19,46, gros chrono quand même. Et malgré sa médaille de bronze, il avait quitté la piste en chaise roulante, on s'en rappelle, laissant planer le doute sur son état de santé après la course. Et selon la BBC et la NBC, Noah Lyles avait participé à la finale du 200 mètres en étant positif au Covid-19. Et il disait justement après cette course, je pense que ce sera la fin pour mes Jeux Olympiques, avait écrit l'athlète sur Instagram. Donc sa présence pour la finale du relais du 4x100 mètres et ce soir est assez compromise. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir réussi à fournir cet effort-là, à aller chercher une médaille de bronze tout en étant positif au Covid. Oui. Il disait qu'il était à 80%. Mais Covid là, il a chopé le Covid ici. Là, Bah oui, du coup, oui. Il y a quelques athlètes qu'on voit passer avec des masques et tout. Mais il y en a qui ont le Covid et qui ont absolument 0 symptômes. Ouais. Parce qu'il a déjà une maladie qui le diminue au niveau. Il en a plusieurs. Il dit qu'il est dyslexique, il a de l'asthme, il a plein de petits défauts. Heureusement qu'il fait du sport. Ouais. Moi, je pensais que c'était plus une crise d'asthme qu'il avait fait à la sortie de sa course. Ouais, beaucoup ont pensé ça. Votre deuxième mot? C'est le mot record, parce que c'est vrai qu'on en a battu, c'est vrai, des records, mais des records comme celui-là, il est assez impressionnant. C'est pour le jeune pongiste français, c'est Félix Lebrun, 17 ans, qui a décroché une 2e médaille olympique 5 jours après le bronze en individuel. Il est devenu à 17 ans le plus jeune sportif français
à monter 2 fois sur le podium olympique depuis 1936, donc 88 ans après. C'était aux Jeux de Berlin. C'était le rameur Noël van der Noot qui avait remporté le bronze 2 fois en 4 barrés et 2 barrés à seulement 12 ans, 7 mois et 20 jours. Et donc Félix Lebrun qui reprend ce record 88 ans après. C'est assez impressionnant de sortir une telle performance. Et surtout en tennis de table, une discipline où normalement les médailles sont très compliquées pour aller chercher pour les Européens et surtout plus pour les Français. Il sera tout jeune encore à Los Angeles. 21 ans. Oui. Il a tout l'avenir devant lui. Mais puis on peut durer longtemps en plus au ping. On peut jouer jusqu'à 38-40 ans. Ouais. Oh, les vénards. C'est ça que vous auriez dû faire aussi. Ouais, j'ai dû arrêter à 26 parce que derrière ça faisait pousser à 30 ans. Pour le patinage, 30 ans, ça fait vieux. On commence à en voir maintenant des gens qui passent la trentaine, mais c'est plus pour le couple ou le couple artistique ou la danse. Oui, dans des disciplines un peu plus à maturité lente, c'est ça? Oui, et puis c'est sur moins et puis c'est moins violent, on va dire. Oui. Mais des bébés athlètes, il y en a de plus en plus. On a vu effectivement des athlètes qui ont concouru avec même pas 10 ans, 11 ans pour le skateboard. Là. Ouais, c'est vraiment jeune. Votre dernier mot, Antoine? Ouais, c'est le mot surf parce que c'est vrai que c'est un petit peu. On a vu beaucoup de belles images pendant ces Jeux Olympiques, mais c'est peut-être l'une des plus belles qu'on a vues aujourd'hui, ce matin, fraîchement arrivé à Paris après avoir décroché le titre olympique en surf sur le mythique spot de Teahupo'o à Tahiti. Colivast a célébré son titre de manière un petit peu originale. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo ou ces photos sur les réseaux sociaux. Colivast est tellement fort qu'il a réussi à surfer sur la Seine. L'image a fait le tour du monde depuis ce matin. Le spot est assez dingue, juste devant la Tour Eiffel. Colivast s'est fait plaisir à profiter des petites vagues provoquées par les bateaux à moteur du fleuve parisien pour surfer dessus. Je crois que c'était par les nageurs, parce qu'il y a eu il y a la course du marathon des nages là ce matin. C'est pas assez de vagues. Non mais il nageait tellement vite, je me dis qu'il peut la faire la vague derrière. Oui, c'est impressionnant. Et c'est vrai que ça fait une belle promo pour la Seine. Pour se baigner dans la Seine. Il en fait plus avec cette image que tout ce qui a été fait avant pour dire. Il n'est pas tombé quand il est rentré à l'eau. Non. Mais il est pas malade. Moi, pour l'instant. C'était ce matin. Bon, voilà, c'est ces 3 mots des JO. Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve tout à l'heure pour le côté pile et côté face. Et le quiz. Et il y a le super quiz qui va arriver dans une petite poignée de minutes. Mais là, on va effectivement faire notre premier débat concernant les sports collectifs. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors ce grand débat, c'est les sport co qui terminent traditionnellement la quinzaine olympique, et encore une fois les sport co sont au rendez-vous. Ils ont commencé avec le rugby à 7, mais vraiment ça va être une foison de médailles d'ores et déjà assurées. Le foot ce soir, il y aura le hand féminin, le basket masculin, le volley, avec tout ça ce sont des finales assurées, donc des médailles sûres, et on espère aussi qu'en basket les filles vont rejoindre cette finale, et on va le savoir assez vite. Et on voulait en parler avec vous, mes chers vraies voix, mais aussi avec un invité qui connaît bien la musique de ces sports collectifs. Est-ce qu'il a dû regarder tout ça? Il en a managé des groupes, c'est Eli Bop. Bonjour Eli Bop. Bonjour à vous. Comment ça va? Merci, ça va très bien. Bon. L'esprit olympique, on est très bien. Ah, on est bien, on va avoir le blues lundi, ça va être dur. Ouais. Bon, Elibo, parce que j'imagine que tout à l'heure vous serez devant votre télé pour voir ce France-Espagne, cette finale tant attendue. D'ailleurs, petite remarque, la fédération a eu la bonne idée d'inviter tous les joueurs de 1984 qui avaient été médaillés aussi à Los Angeles. C'est une délicate attention, ou en tous les cas, c'est un passage de relais qui est intéressant à observer. Il y aura eu beaucoup d'années, beaucoup d'Olympiades qui se sont succédées. Et puis voilà, avec Thierry Henry et ce groupe très jeune, il y a la possibilité à nouveau d'avoir cette médaille d'or. Alors, Eli Bop, on va parler foot, mais il y a aussi tous les autres sports collectifs. Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats de nos équipes de sport co qui se confirment comme ça? Alors, effectivement, le hand masculin a trébuché en quart de finale, et ça a été contre l'Allemagne, mais c'était parti peut-être un peu vite. Mais est-ce que vous êtes surpris, Eli Bop? Je ne sais pas si le mot surpris convient, mais quelque part, à l'instar du basketball, les premiers matchs, je dirais, de groupe
était incertain. On ne sentait pas cette grande dynamique qui, à partir des matchs directs, éliminatoires, tous les sports collectifs sont montés dans la performance crescendo avec ces ambiances. Je crois que les matchs à élimination directe à partir des quarts de finale ont donné une autre saveur à tous les sports collectifs et ça a amplifié l'implication à la fois des staffs, des joueurs, et l'environnement s'est prêté à accompagner toutes ces équipes. C'est une ambiance magnifique, incroyable. Ouais. L'ambiance, il fait beaucoup, mais il y a aussi, on le sent, une envie de vivre une aventure, parce qu'on dirait quand même pour beaucoup des cadets qui sont en train de s'éclater dans un tournoi. Non ? Enfin, je me trompe ? Tout à fait. Si on parle par exemple du football, vous avez vu tous les désistements. On a parlé que le football n'était pas c'était pour les Jeux Olympiques, c'était d'autres compétitions, et là finalement on se rend compte que les JO accueillent parfaitement et puis font un beau mariage avec le football, et justement avec des équipes et des jeunes joueurs, comme vous l'avez dit. C'est à la fois vrai, mais c'est pas les stars entre guillemets habituelles du football qu'on attendait, qu'on espérait avoir dans les équipes, et il y a plein de joueurs qui se révèlent et qui sont en harmonie avec l'environnement, avec l'esprit des Jeux Olympiques. C'est ça qui est beau, et les résultats sont là, en espérant qu'il y ait aussi la médaille d'or. Qu'est-ce qui fait la différence pour des joueurs, par exemple, de foot ou de basket, parce que c'est vraiment hyper professionnel maintenant, certains sont en NBA. Il y aura ce France-États-Unis de légende d'ores et déjà pour cette finale olympique de basket. Qu'est-ce qui fait que c'est une compétition totalement différente, Elie Bopp ? Mais déjà, je crois que les performances dans les sports individuels, en natation et judo, tous les sports individuels français, ont boosté tout le monde. Les sportifs et des jeux, des équipes collectives ne veulent pas être en retrait. Et ils ont compris ce message qui était adressé à tous les Français, cet engouement national sur les sites, mais aussi devant la télévision ou dans n'importe quelle ville. Et les sportifs, ceux qui participent aux équipes collectives n'ont pas voulu être en retrait. Je pense que c'est une source de motivation forte. Et ensuite, plus vous avancez dans la compétition, plus une forme de solidarité, de résultats couperés se met en place. C'est incroyable comme il y a une solidarité, un esprit d'équipe qui s'est mis en place de manière très conséquente. Marie-Claire Estou a une petite remarque. C'est assez juste ce qu'il dit. Les sports individuels ont donné le ton, et bien. Ils l'ont bien donné. Plus que bien, oui. Bien. Et nous, on attend des sports collectifs qui nous fassent un feu d'artifice là sur les 2 derniers jours. Ouais. Alors moi, en fait, on a eu du mal en fait à accrocher avec les sports co, parce que aussi il y avait plein de médailles qui tombaient avec les sports individuels. Donc oui, c'est pas faux. Et le rugby a été tellement rapide, puisque déjà les rencontres ont démarré avant la cérémonie d'ouverture, alors que sur les autres sports, ça a été très long en fait. On en est encore, et on arrive proche de la fin des Jeux. Donc peut-être que les gens se disent on a moins de médailles françaises, donc en fait on se jette un petit peu sur ce qu'on nous propose quand il y a une équipe de France qui va jouer, et en plus les résultats sont là. Elie Bopp. Oui, mais c'est un état d'esprit aussi, parce que quand j'ai vu, vous avez vu, on a vu cette victoire au judo collective. C'était un esprit d'équipe. Ça ressemble à ce qui se passe dans un groupe de foot, de basket, de rugby. C'est cette dynamique de soutien des uns pour les autres, et voir jusqu'à la dernière seconde Reiner qui remporte pour l'équipe. C'était une médaille collective. Et je crois que cette inspiration-là pour le foot, le rugby, le volley, pour le basket, elle est là aussi. Même Léon Marchand, quand il a parlé des relais, tout ça, il a dit c'est une autre sensation d'avoir une médaille individuelle, d'avoir une médaille collective. Et donc les sports collectifs aujourd'hui se trouvent dans cette situation où il faut aller chercher la médaille pour son copain, pour son partenaire, pour toute une équipe. Et selon vous, Elie, comment on pourrait faire pour que les grandes stars en fait des sports co veuillent vraiment et avoir une grosse envie de participer aux Jeux, parce que à la limite c'est pas la prime à la médaille qui les intéresse, ces gens-là, ni la notoriété, puisqu'ils l'ont déjà. Donc comment on pourrait faire pour que ces gens-là se donnent à fond pour vouloir venir aux Jeux Olympiques?
Si on parle exclusivement du football, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui avant avaient manifesté l'envie et de manière sérieuse de participer, mais ils ont été bloqués par leur club. Le règlement de la FIFA, c'est une controverse, mais c'est pas inscrit le calendrier. Du coup, vous voyez, il y a des matchs préliminaires de la Ligue des Champions qui ont déjà eu lieu cette semaine. Donc, les clubs qui ont sous contrat les joueurs les bloquent, et c'est pas du fait des joueurs qui ont envie de participer. Quand vous voyez Antoine Griezmann qui est présent à toutes les compétitions, qui est sur tous les événements des Jeux Olympiques, au fond de lui, il rêvait que d'une chose, de participer, mais son club il a pas donné l'autorisation. C'est un peu cette passerelle, je parle pour le football, qu'il faut avoir avec la FIFA, à rediscuter de tout ça. Oui, parce ça permet aussi à d'autres jeunes de se révéler. Un garçon comme Olysée pour l'équipe de France, peut-être qu'on l'aurait pas aussi bien vu qu'on le voit là, et il se réalise aussi parce qu'il n'y a peut-être pas Griezmann ou un autre. Et autre question qui va dans la continuité, comment faire pour prolonger maintenant, Elie Baup, avant de vous libérer, pour garder tout ça, pour garder ce qui est en train de se passer, parce que vous connaissez le sport par cœur, vous baignez dedans, et depuis les tout petits qui sont sur les terrains et qui rêvent, et jusqu'aux grandes stars, évidemment, du monde professionnel, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose, ou ça va finalement être la gueule de bois à partir de la mi-août au début septembre pour le monde du sport, ou ça va vraiment porter quelque chose de différent de ce qu'on a connu avant? Oui, pour la France, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, parce qu'en fait, toutes ces médailles, tout cet enthousiasme, toute cette fraternité, toute cette manière aussi de donner le meilleur de soi-même à travers le sport, ça rejaillit sur les jeunes, et il faut qu'il y ait chaque fédération qu'elle prolonge ça avec de l'encadrement, des nouveaux licenciés, et qu'il y ait des retombées toujours dans l'éducation, dans l'apprentissage de l'activité chez les plus jeunes. Oui. Et pour vous, quelle a été l'image des Jeux, celle que vous avez où là vous êtes resté scotché devant votre téléviseur, Elie Baup? Je suis resté souvent scotché. J'ai eu la chance et le privilège d'être là pour le VTT, puisqu'aujourd'hui je suis à fond dans le VTT. Je m'occupe de jeunes dans le VTT. J'étais présent sur la colline d'Elancourt, donc la victoire de Pauline Ferrand-Prévôt, la deuxième de Victor Koreski, c'était magnifique. Mais après, devant la télé, quand vous voyez le judo, Léon Marchand, tout, finalement tout était incroyable. La télé, elle a jamais autant marché toute la journée dans les salons. Elle était allumée en permanence, et on regarde tous les sports. C'est ça, les JO, c'est formidable. Le réseau TNT a revécu. Oui, absolument. Si vous aviez un mot à dire à Emmanuel Macron sur l'héritage des Jeux, vous lui diriez quoi? Fou de la thune. Moi, je sais pas, j'ai pas. Mais c'est une réussite. Déjà, ça a commencé même sous la pluie avec toute cette belle fresque sur la Seine. Mais aujourd'hui, cet élan pour la jeunesse, cet élan pour la pratique sportive, il doit être encore plus accompagné. Il faut que, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des fédérations, on aille beaucoup plus loin pour avoir des futurs champions encore, des jeunes, mais en même temps éduquer, former. Et le sport, on le voit, c'est quelque chose d'inclusif, de fédérateur, qui peut accompagner. Voilà, c'est un puissant. Aujourd'hui, ça montre que c'est un puissant argument politique, social, incroyable pour la fraternité, pour l'aide, pour le développement personnel, pour le développement collectif. Oui, Marie-Claire. Évidemment, il a entièrement raison là-dessus. Après, l'héritage, c'est une question qu'on peut se poser, parce que là, on voit qu'on vit des moments extraordinaires, qu'on découvre des nouveaux sports. Moi, demain, je vais aller voir du breaking. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle discipline. On suit des sports qu'on n'a pas l'habitude de suivre, donc ça, c'est formidable. Et cet engouement, il faut le prolonger. Comment on va le prolonger ? Je crois qu'il faut une impulsion forte de la tête de l'État pour faire en sorte que le sport soit beaucoup mieux reconnu et que ça puisse transpirer partout, à l'éducation nationale, au ministère des Sports, dans les fédérations, au comité olympique. Voilà, il faut que le sport soit à part entière dans
l'apprentissage des jeunes, c'est-à-dire que le sport, nous on l'a tous vécu, hein, les vraies voix, on sait que le sport contribue à l'épanouissement et au développement des jeunes et des moins jeunes, contribue à garder à peu près en bonne santé des gens d'un certain âge, etc. Donc le sport, c'est bon. Le sport, c'est bon, donc niveaux, il faut en consommer sans trop de modération. C'est bon pour les personnes. C'est bon pour les personnes qui font du sport, mais c'est aussi bon là qu'on voit dans les JO le bien qu'on apporte aux gens en fait, sur les exploits, sur ce qu'on procure, sur ce qu'on nous procure aussi, parce que sans public, sans ferveur, sans applaudissements sur les stades ou autres, on n'aurait peut-être pas ces performances. Donc, Marie-Claire, elle n'a pas voulu le dire, mais c'est un vrai statut qu'il faut créer aujourd'hui pour les sportifs de haut niveau et de plus jeune âge. Donc, ça veut dire qu'il faut réunir plusieurs ministères, parce que l'éducation nationale a son rôle à jouer là-dedans pour nous accompagner. Et ça, c'est pas nouveau, ça fait plus de 30 ans qu'on le dit, mais ça a du mal quand même. J'espère que là, après 2024, si M. Macron veut faire quelque chose de ces Jeux, c'est là-dessus qu'il doit s'appuyer. Elie Bopp, vous disiez que vous étiez avec les jeunes du VTT. Vous faites quoi? Pourquoi le VTT? Moi, je suis curieuse aussi de savoir. Qu'est-ce que vous trafiquez avec les VTTistes? Trafiquer, c'est pas le mot. C'est du plaisir, c'est éduquer. C'est justement, je vis dans les Pyrénées. C'est un lieu où la pratique a toujours existé. De fil en aiguille, je me suis retrouvé avec le comité d'Occitanie, à accompagner des jeunes, à avoir créé un club et voilà, et donc à être sur des compétitions de VTT et à être un bénévole. Voilà, je suis bénévole d'une association. C'est où? Parce qu'on a Marion Cligné qui est du collectif des championnes et champions, qui a été vraie voix aussi. Bien, Marion qui est passée plusieurs fois dans l'émission. À mon avis, elle va vite vous appeler pour. Non, mais je la vois souvent. Je suis dans les Pyrénées, du côté de Loudainvielle, tout ça. C'est des noms où il y a une Coupe du Monde de VTT. Il y a le Tour de France aussi qui passe. Où vraiment c'est des endroits proches de Tarbes pour situer, où il y a vraiment beaucoup de pratiques vélo. Ouais. Bon, en tous les cas, on vous remercie beaucoup, Elie Bopp, d'être venu dans l'émission des vraies voix des JO. On vous souhaite un bel été, un bon match tout à l'heure, ce France-Espagne qui va démarrer dans une petite dizaine de minutes au Parc des Princes, ce France-Espagne, 40 ans après que l'équipe de France ait décroché une médaille olympique en football. Alors, on en pense qu'on en veut, mais ça va être plein ce soir au Parc des Princes. Il y aura du monde devant sa télé aussi, mon cher Antoine. Vous êtes prêts? Parce qu'on va rappeler Philippe de la Grande Motte pour jouer au quiz, et qui est là et il va revenir avec nous. Philippe, vous êtes chaud? Je suis chaud comme chaud patate, comme on dit. Voilà, Philippe, il a fait ses petites longueurs en natation dans la piscine à la Grande Motte, donc il est frais dispo. Il a choisi Philippe Candeloro, grosse responsabilité, le meilleur. On va voir ça, parce que moi j'ai joué avec Marie-Claire. Je peux, Antoine? Ah bah oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Bon, allez, c'est parti. Dans un instant, le quiz des JO. 19h, Christine Bouillot. Et c'est les vraies voix des JO ce soir avec Philippe Candeloro, double médaillé aux Jeux Olympiques d'hiver, Marie-Claire Restouche, championne olympique de judo. On aura tout à l'heure Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling. On passera un petit coup de fil à Daniel Sangoumin, médaillé de bronze aux Jeux de Séoul, qui suit évidemment depuis le Stade de France les finales de relais ce soir, donc on verra avec lui comment ça se profile. Sébastien Delaigne aussi, qui sera avec nous tout à l'heure, champion du monde de pentathlon moderne, et qui sera avec nous pour nous parler des Français qui sont engagés, qui sont arrivés en finale, qui se disputeront demain. Mais là, c'est tout de suite le quiz avec Philippe de la Grande Motte. Allez, c'est parti pour les questions. Le quiz des Jeux Olympiques. Le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier quiz. En apothéose. Exactement. On rappelle les règles. Donc là, il y a pas de. On rappelle les règles. Il faut absolument donner son prénom avant de répondre. Une fois que vous avez donné votre prénom, on vous donne la parole. Si la réponse est bonne, ça fait un point. Si la réponse est mauvaise, c'est la balle à l'autre équipe. On rappelle les équipes. Marie-Claire avec Christine et Philippe avec et Philippe. Ah, pour le coup, pour le prénom, ça va être plus simple. Philip's brother. Et comme aujourd'hui, c'était pour la première fois l'intronisation du breakdance aux Jeux Olympiques, je vous ai préparé aussi quelques petites questions breakdance. On va commencer d'abord par un quiz un petit peu plus général, mais on va voir si vous avez tous révisé. Première question, quel athlète a dit tout à l'heure en conférence de presse: c'est le plus beau jour de ma vie hors paternité? Un athlète qui a remporté quelque chose ce matin. Christine. Oui. Simon Gauzy. Oui, c'est une bonne réponse.
Ça pouvait pas être Félix Lebrun ou Alexis Lebrun parce qu'ils ont 17 et 19 ans, mais c'était bien le 3e de la patrie de l'équipe de France qui a remporté. On peut quand même devenir papa à 17 ans, ou non? C'est vrai, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont d'autres ambitions pour le moment. 1-0 pour la team Christine Marie-Claire. Deuxième question, pourquoi l'athlète française, grande chance de médaille, Samba Mayela, ce matin, portait des lunettes lors de sa demi-finale? Elle a couru le 100 mètres haies et elle avait des lunettes. D'habitude, elle n'a pas de lunettes lorsqu'elle court. Des lunettes de soleil ou des lunettes de vue? C'est des lunettes de soleil, mais pour une raison bien particulière, un petit peu originale. Elle avait oublié ses lentilles. Non, Philippe, oui. La grande mode, vas-y. Oui, Philippe? Ouais, parce qu'elle faisait une allergie. Non, c'est pas une allergie, mais c'est lié avec sa peau. C'était des lunettes de soleil? Oui, c'était c'était des lunettes pour protéger ses yeux. Parce qu'elle voulait cacher quelque chose. Parce qu'elle avait mal aux yeux et que son rimel avait coulé. Non. D'autant que les athlètes se maquillent beaucoup en ce moment. Bon, alors, non, alors c'est pas ça. Ça peut être un lien. Ah, parce que... C'est un marque de sponsor. Non, Philippe, vous n'avez pas la réponse. C'est qu'elle avait un problème de maquillage. Ah, j'étais pas loin. J'ai dit le rimel avait coulé. Demi-victoire. Oui, mais elle avait un problème de maquillage. C'était la bonne réponse. Mais c'est un problème de maquillage, le rimel qui coule. Alors je ne devrais pas dire ça, puisque c'est une équipe adverse. Quand même. Faut être fair play. C'était juste à la limite. Vous êtes pas sympa, il fallait franchement, plus monsieur l'arbitre. Attention, ce que le CIO regarde. Oui. On passe sur le breakdance. Sur quel site olympique, justement, se déroule ce breakdance? Marie-Claire. La Concorde. C'est une bonne réponse. Oui, pour une fois que j'avais la réponse. Il faut aller plus vite. Philippe de la Grande Motte, vous dormez là, au bord de la piscine. Non, c'est les Philippe. C'est pas que je dors. C'est pas que je dors, c'est que j'ai tout misé sur Philippe Candeloro. J'ai l'impression qu'il fait la sieste. Est-ce que tu pourrais te réveiller, s'il te plaît? Non, mais je reconnais bien là la personnalité des Philippe. Je refile la patate chaude. Il se réveille plus tard. Il se réveille plus tard. Justement, en breakdance, que veut dire un big girl et un b-boy? Alors là. Marie-Claire, ce sont des figures spécifiques du breakdance. Ah oui, mais... c'est une mauvaise réponse. Non, mais il faut donner la définition de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un big girl et un b-boy? Je crois savoir. Non, on peut pas répondre. C'est Philippe qui a 5 secondes pour répondre. Non, moi j'ai pas la réponse. Philippe de la Grande je pratique pas j'ai pratiqué du temps de HIP, HOP avec Sydney, mais j'apprenais le breakdance, mais j'avais pas ces noms-là. Christine, c'est le nom des compétiteurs. Exactement. C'est le nom donné aux joueurs aux pratiquants de breakdance. Philippe, alors là, vraiment. Ou les breakers, Philippe. on peut les appeler. Non, mais là, oui. Un plat de couture. Hein. Pour l'instant, c'est 2-0. Non, mais il y en a 3 même. C'est médaille en chocolat pour les Philippe. En fait, c'est pour ça que c'est la première fois qu'on va avoir du breakdance. Bah oui, il faut qu'on s'y intéresse, il faut connaître tous les termes techniques. Une dernière question. La Chine est première au classement des médailles. Les États-Unis deuxième, l'Australie troisième. La France a 14 médailles d'or et égalité ex-aequo avec un autre pays. Quel est ce pays qui pourrait doubler la France? L'Australie. Non, l'Australie, je viens de dire, est troisième. Ah merde, pardon. Attends. Il reste un pays qui est, c'est Balavou. Peut-être qui est derrière la France à 14 médailles d'or à égalité. Monsieur le Loyer, vous pourrez donner le nom des pays qui... Chine, États-Unis, Australie, France et il y a un quatrième. Moi je sais. Grande-Bretagne. C'était une bonne réponse. C'est ça. Oh putain. C'est une déculottée. C'est moi, j'ai mal écouté l'intitulé de la question, sinon la Grande-Bretagne, je l'ai vu en plus ce matin. Il était juste derrière nous. 14 médailles d'or, 17 médailles d'argent, 21 médailles de bronze, 52 médailles pour la Grande-Bretagne, 55 pour la France. Ça peut se jouer à pas grand-chose avec nos amis de la Grande-Bretagne. Voilà, 4-0, victoire nette et sans bavure. Merci. De la team Christine et Marie-Claire. Je passerai de payer un coup à boire à la Grande Motte. Philippe. En tout cas, moi, je suis très déçu par Philippe Candeloro. Heureusement qu'il patine mieux. Heureusement qu'il patine mieux, qu'il répond au quiz. Parce que sincèrement, c'est une flûte. C'est gentil. La dernière fois, le candidat, il a dit on t'aime, Philippe. Reste comme t'es. Alors, justement. Et puis, je ne vais pas faire croire que les sportifs sont intelligents quand même, non? Mais ils peuvent être cultivés. C'est vrai. Il ne faut pas confondre intelligence et cultivé. Exactement. En tout cas, si tu passes à la Grande Motte, récupère mon numéro et tu viendras boire un verre à la maison avec grand plaisir. Eh ben écoute, c'est gentil en tout cas. Je me ferai pardonner. J'amènerai la bouteille. Allez, ça va. Philippe, on vous embrasse. Passez de très belles vacances et des très belles journées. Et merci d'être fidèle à Sud Radio. Bravo en tous les cas pour ce beau duo avec Philippe Candeloro. Nous, on se retrouve dans un instant après l'info, la météo, avec nos vraies voix des JO ce soir. Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou. On aura tout à l'heure Pascal Eouzan. On va passer un petit coup de fil également à Daniel
Daniel Sangouma, Sébastien Delaine. Ils ont été nos vraies voix, les piliers de cette émission pendant toute la durée des JO. Il y en a eu beaucoup d'autres aussi et on aura plaisir à les entendre jusqu'à 19h. Ne bougez pas et vous avez fait le bon choix. À tout de suite. Sud Radio. Et maintenant vous avez un peu l'habitude, mais tout à l'heure, merci beaucoup Rémi André pour la météo Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, c'est parti, dernière ligne droite de cette dernière édition des vraies voix des JO 2024. Ces JO de Paris, comme on les a vécus, commentés, ressentis. On a été émus par tout ce qu'on a vu. Il y a eu des coups de gueule aussi, des coups de griffe avec nos vraies voix des JO, nos vraies voix exceptionnelles. Comme tous les soirs, les membres du collectif des championnes et champions français. Si vous allez regarder ce collectif et qu'il y a dedans plus de 600 athlètes, c'est sans doute le plus beau palmarès de l'anthologie du sport français qu'on peut trouver à travers eux. Alors ce soir, on a deux personnalités emblématiques qui sont avec nous en studio, Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou, et puis on a retrouvé le président du collectif quadruple champion du monde de tumbling, qui est Pascal Eouzan. Bonsoir Pascal. Ah, il est là. Est-ce qu'il est là, le chef? Ben oui. Est-ce qu'il nous entend? Il a peut-être coupé son micro, il n'a pas activé le micro. Carton bleu peut-être. Il a un bug. Il a un bug, notre président. Bon, et on va le retrouver. On va le retrouver. Ouais, il est là, il nous entend. Ne vous inquiétez pas, il a de la voix, de toute façon. De là où il est. Évidemment, on passera un petit coup de fil aussi à d'autres figures emblématiques de cette émission qui ont été nos vraies voix des JO tout au long de ces 3 semaines d'émission, avec Daniel Sangouma également depuis le Stade de France, Sébastien Delaine, lui il était du côté des épreuves de pentathlon moderne, et puis vous Antoine Mazère avec petite info, c'est le démarrage de la compétition de la finale du foot. Exactement, depuis 9 minutes de jeu, c'est parti entre la France et l'Espagne du côté du Parc des Princes, à quelques mètres du studio Sud Radio. Et on sent l'ambiance qui commence à monter, parce que c'est vrai que ces Espagnols, ils sont assez coriaces, ils ont fait une très grosse compétition, mais Thierry Henry et ses joueurs espèrent aller remporter le titre olympique 40 ans après 1984 et cette génération du côté de Los Angeles. Ouais, voilà, donc on va suivre ça en fil rouge tout au long de cette émission avec vous Antoine Mazère, mes chers vraies voix des JO. On accueille tout de suite un président de fédération française qui doit être heureux, qui a dû mettre du champagne au frais un peu partout là où il va passer. C'est Gilles Herbe, président de la Fédération française de tennis de table. Bonsoir, président. Bonsoir. Bon, est-ce que avec cette médaille d'argent, bravo. De bronze. Oui, pardon, excusez-moi, mais avec toutes ces médailles, moi je m'enflamme. C'est les médailles de bronze qui vont apporter de l'argent. Exactement, c'est ce que j'avais en tête comme question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette médaille, cette victoire pour cette 3e place de vos garçons, ce match irrespirable à la fin, parce que véritablement ça a été une très longue partie. Face au Japon. Oui, face au Japon, c'était un match difficile. Le Japon est une nation très très forte du tennis de table, et voilà, on a réussi à remporter ce match pour cette médaille de bronze. Écoutez, pour la fédération, c'est un moment historique avec ces 2 médailles en simple, messieurs, et par équipe, messieurs, et vraiment aujourd'hui c'est la liesse pour la fédération française de tennis de table. Quand vous dites la liesse, c'est que c'est au-delà de vous avez dû rêver ces médailles, et vous êtes parfaitement conscient, comme tous les sportifs et tous ceux qui connaissent la compétition de très haut niveau, que ce rêve, avant qu'il devienne réalité, il s'en passe des choses. Donc ça dépasse vos espérances. Ça dépasse nos espérances, parce que vous savez, on attend cette médaille depuis 24 ans. C'est une éternité dans le monde du sport, et aujourd'hui on s'est préparé, on a tout fait, on a des talents, on a des champions, mais c'est l'incertitude du sport qui demeure, et entre le rêve et la réalité, on sait bien qu'il y a quelquefois des écarts importants. Moi je suis hyper fier de mes troupes. Ils ont su relever ce challenge, répondre présent à Paris, je dirais presque au-delà de nos rêves, parce que bien sûr c'était possible de faire 2 médailles, mais on aurait été déjà très heureux avec une médaille. Et je crois que vraiment ils sont allés au bout de leur
forme, de leur potentiel du moment en tout cas. Nous, enfin, à titre personnel, je trouve que le garçon qui m'a le plus touché, c'est Simon Gauzy, qui est toulousain, bien sûr, mais c'est au-delà de ça, c'est pour lui tout un symbole, et j'imagine que pour vous, le président qui était avec lui à ses côtés, qu'est-ce qu'il vous a dit à la sortie, parce qu'il a porté le tennis de table pendant de longues années, hein, quelque part, avec son statut. Il a un parcours qui est vraiment exemplaire. Il a été 8e mondial. Il a porté la France pendant des années et des années. Et tout à coup, il a vu arriver les deux frères Lebrun comme des fusées qui l'ont dépassé. Et il a eu beaucoup de mal à encaisser l'arrivée des deux frères Lebrun en 2023. Et vraiment, il a fallu qu'il fasse un vrai travail sur lui pour accepter la situation, pour s'entraîner dur et revenir à son meilleur niveau, en comprenant bien sûr que c'était aussi une opportunité pour lui pour enrichir son palmarès. Donc vous avez raison, je crois qu'il a une position tout à fait particulière, et il faut lui rendre hommage pour le travail qu'il a fait pour redevenir très compétitif et servir l'équipe de France. Gilles Herbe, il y a Philippe Candeloro qui a un petit commentaire à faire. Ouais, non, je disais que en fait on a eu ce crétin, derrière on a eu Gatien, aujourd'hui on a les frères Lebrun, ils vont se partager un petit peu le vedettariat en fait du ping aujourd'hui pour la France pour de nombreuses années. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière qui pourraient venir demain, pas concurrencer, mais venir à la suite des frères Lebrun? Est-ce qu'il y a d'autres petits Lebrun qui arrivent très vite? Alors, on a effectivement une formation des jeunes qui est assez performante en France, et on a quelques jeunes pépites de 15 ans qui poussent, avec Flavien Coton qui a été champion du monde des 15 ans, et puis actuellement il y a une fille aussi qui s'appelle Nina Gauzian, qui est numéro 1 mondiale actuellement des moins de 16 ans, et un Félix Lebrun, une équipe de France aussi performante, ça tire les jeunes vers le haut d'une manière incroyable. Et comment, c'est certain. Comment vous avez orienté justement cette détection des plus jeunes? Ça m'intéresse par rapport à notre fédé, nous aussi on est en pleine restructuration, donc du coup c'est intéressant de savoir. Un échange de bons procédés, en tous les cas, un retour d'expérience. Oui, bon, ce serait un peu trop long de l'expliquer ici, mais en fait on s'appuie aujourd'hui sur des pôles espoirs. On a très très bien structuré le maillage sur l'ensemble du territoire, et surtout je crois que ce qui est essentiel, c'est de faire comprendre aux clubs, et on a la chance d'avoir 3200 clubs en tennis de table, que dans chacun des clubs il peut y avoir le champion de demain, et aujourd'hui on a un suivi tout à fait personnalisé pour l'élite de nos petits, et je crois que ça porte ses fruits. Voilà, et ça fait, on a cette tradition de formation depuis vraiment très très longtemps. Antoine Nazaire. Oui, parce que peut-être qu'avec Léon Marchand, les frères Lebrun, on en parlait tout à l'heure avec Clément, ça a été l'attraction, on va dire, de ces Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu la compétition individuelle, mais il y a eu la compétition par équipe qui nous ont tenus en haleine. Comment faire pour que ces très jeunes joueurs, on le rappelle, 17 ans et 19 ans pour Alexis, restent encadrés, parce que là, la médiatisation, elle est immense. Ils ont changé de dimension avec ces Jeux Olympiques, même s'il y avait déjà depuis quelques mois beaucoup de sujets qui étaient faits sur ces deux frères. Comment faire pour que la fédération les garde sur l'aspect sportif, parce que là leur vie elle va complètement changer du jour au lendemain? Et c'est sûr. Je crois que ce qui caractérise les frères Lebrun, c'est qu'ils ont conscience qu'ils sont pas encore au bout. Ils sont très très ambitieux, ils sont très simples, ils sont très nature, mais ils sont très très ambitieux, et aujourd'hui ils n'ont pas accompli encore leur rêve. Et leur rêve, c'est d'être champion olympique, c'est de battre les Chinois qui sont hégémoniques sur notre sport depuis très longtemps. Et j'entendais tout à l'heure, juste après le match, Félix qui disait déjà, moi il faut que je travaille encore bien ça. Il s'est déjà projeté sur la suite. Donc je pense que aujourd'hui leur principal souci et pôle d'intérêt, c'est de devenir meilleur encore. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, c'est fou d'être déjà dans l'après, dans la compétition. On parlait tout à l'heure de l'athlétisme qui avait du mal à percer, à avoir des concurrents à un certain niveau. Et en fait, le président l'a bien dit, la clé, c'est la formation. C'est la détection et la formation des sportifs
jusqu'au plus haut niveau. Et puis les jeunes aujourd'hui, ils vont s'appuyer sur les performances des Lebrun, c'est-à-dire qu'ils vont tous vouloir devenir des Lebrun. C'est clair. Donc du coup, ça va les booster à fond. Est-ce que ça va changer quelque chose pour la fédération de tennis de table ? Oui, je pense que à la rentrée, on va avoir vraiment un afflux de nouveaux membres. Moi, j'en connais 2, président. J'en connais 2 nouveaux dans cette émission. Ah bah j'ai déjà ma licence. Il y a Antoine Mazer, il a déjà sa licence. Il a recruté notre jeune stagiaire également. Ils ont tenté un match contre les salariés de l'entreprise en face. Et la belle, c'est demain. Voilà. Et moi, j'avais proposé, comme pour le badminton, de faire un badminton sur glace. On pourra faire aussi une petite partie de tennis de table, de ping sur la glace. La chance de ce sport, c'est qu'il est accessible. La chance de ce sport, président, c'est qu'il est accessible. Et il a dit pourquoi pas. Oui, il a dit pourquoi pas. Bah écoutez, on va prendre rendez-vous. Vous inquiétez pas. Moi, je bricole un peu au ping-pong, donc si vous me mettez des professionnels qui bricolent un peu le patinage, on va s'en sortir. Voilà. Je crois que ça serait pas mal. Non, mais c'est vrai que on est un sport très très populaire. Tout le monde a déjà fait du tennis de table dans sa vie, et on est un sport facile d'accès. C'est-à-dire on peut le pratiquer à tous les âges, et on peut le pratiquer aussi si on est très en forme comme un champion, ou si on n'est pas très en forme comme une personne malade par exemple. Tout le monde peut le pratiquer. C'est vraiment un sport qui permet de lutter contre la sédentarité, qui permet de prendre du plaisir parce que c'est une activité ludique, et puis c'est une activité olympique, donc une activité qu'on peut pousser jusque vers les champions et la très grande performance. Oui, puis il y a les paras, président aussi, on disait avec Philippe. Les paras qui arrivent le 28, on est aussi une nation très forte en tennis de table para. Et j'espère bien qu'on gagnera beaucoup de médailles fin août, début septembre. J'ai un collègue, Cyril Hernandez, qui est devenu tétra, qui s'est mis au ping-pong, qui aurait dû faire partie, parce qu'il voulait participer à ces Paralympiques, mais je crois il avait baissé un petit peu les bras. Ah oui. Dommage, parce qu'effectivement, ils nous mettent vraiment des tôles. C'est des grands athlètes. Ouais. C'est tellement spectaculaire. Bon, en tous les cas, les frères Lebrun, Simon Gauzy, je crois qu'ils sont attendus ce soir. Et Jules Roland, n'oublie pas, réserviste aussi. Très important, l'échauffement avec ses joueurs. Exactement. Bravo, merci de penser à lui. Mais il est licencié, Antoine, donc il connaît tout par cœur au tennis de table. Il sait exactement comment ça se passe. N'oubliez personne, c'est important. Ils vont fêter ça comme il se doit au Club France, où ils y sont déjà passés, ou ça y est, c'est là. Ce soir, je crois. Ce soir, on va au Club France pour faire la fête, pour célébrer nos champions. Et on est vraiment très très heureux qu'ils puissent rencontrer leur public, parce que vous savez, en tennis de table, la compétition est très longue. On a joué dès le premier jour et on termine aujourd'hui. C'était extrêmement éprouvant pour nos jeunes joueurs. Je rappelle, Félix a 17 ans. Il n'est pas tout à fait encore équipé, je dirais, physiquement comme un senior chevronné. Et c'était très très long, très très dur physiquement tous les jours. Si vous passez à côté, vous êtes sorti du tournoi, puisque c'est une élimination directe. Donc c'est tous les jours le coup près qui tombe. Et c'est très difficile d'être performant pendant 13, 14, 15 jours. Vraiment, physiquement, c'est dur. Et mentalement, évidemment aussi. Et le 14 septembre, sur certainement un bus impérial pour descendre les Champs-Élysées, tous ces jeunes médaillés là, président. Eh bien, ce serait une très très belle image pour le sport et pour notre sport, évidemment. Ouais, on aurait bien aimé continuer la discussion avec vous. Notre débat tout à l'heure, ce sera avec nos vraies voix des JO. Comment prolonger cet effet JO à la fois pour le sport français, pour la société. J'imagine aussi que dans les fédérations, on va beaucoup cogiter sur comment capitaliser sur cet événement, président, qui était au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Tant pis pour les esprits chagrins, mais c'est une réussite à 100%. Merci infiniment. En tout cas, sur l'après, évidemment, on y travaille depuis plus d'1 an de notre fédération. Bravo en tout cas. Bravo, président. Voilà, merci infiniment. Merci à bravo à vos athlètes. Vive le ping. Vive le ping. Vive le ping, absolument. Vive le sport. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Allez, on a retrouvé notre président à nous. C'est le président du collectif des championnes et des champions français. On fait un point également sur le match de foot en cours. Est-ce que ça bouge très vite? Il s'est passé beaucoup de choses en 22 minutes entre l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. La France avait ouvert le score grâce à Enzo Milo, le milieu de terrain de Stuttgart, et réaction d'un certain joueur, Fermín López, le milieu de terrain du FC Barcelone pour l'Espagne, et ça fait 1-1 après 22 minutes de jeu. C'est déjà très électrique sur la pelouse du Parc des Princes. Christine Bouillot. En compagnie des vraies voix des JO, ce soir, c'est la DER avec nos vraies voix exceptionnelles, les membres du collectif des championnes et champions français. Ici, en studio, on est avec Marie-Claire Esto, Philippe Candeloro. On a retrouvé également
également le président de ce collectif qui est avec nous quasiment depuis le début, tous les soirs en tous les cas. Il ne pouvait pas manquer la dernière. Pascal et Ouzan. Ça y est, vous nous entendez, Pascal ? Moi, je vous entends très bien et je vous surveille surtout. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il a raison. Faut les surveiller les petits là, hein, parce que ça va pas du tout. Hein, dès que le chat n'est pas là. Où c'est que tu as chopé cette belle casquette ? Où c'est que tu as chopé cette belle casquette, président ? Parce que c'est la casquette officielle de l'équipe de France olympique, ça. Je l'ai chopé sur Internet, avec des bons prix sur le truc de l'international du CIO. Là, j'en ai commandé 3. Malheureusement, j'ai reçu une, et puis les 2 autres, je les ai reçus là aujourd'hui, mais j'étais parti de chez moi. Ah, bon, ça sera pour après les vacances, mais ça claque. Ouais. En plus, il a même rajouté le petit pins du CCCF dessus. C'est parfait. Absolument. Pascal, c'est la DER des vraies voix des JO. On va parler dans un instant avec vous et nos vraies voix de ce soir sur comment capitaliser, hein, comment on va dire prolonger l'effet JO pour à la fois les athlètes et à la fois pour tout le monde. Mais je suis obligée d'aller faire un tour du côté du Parc des Princes parce qu'il y a la finale France-Espagne et je sens Antoine Mazère que ça bouge. Hein. Ouais, c'est compliqué là pour l'équipe de France. Le doublé pour le joueur du Barça, Fermín López, l'équipe d'Espagne qui mène 2-1 à une petite erreur du gardien toulousain Guillaume Rest qui a fait un premier arrêt derrière qui malheureusement ne cadre pas, ne saisit pas le ballon et il est là pour veiller au grain Fermín López dans la surface de réparation. 2-1 pour l'Espagne face à l'équipe de France. Il reste encore un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps, mais les hommes de Thierry Henry maintenant qui sont désormais menés par l'équipe espagnole 2-1. Oh, c'est long un match. Oui, ils ont le temps de revenir à la marque et de faire la différence. Pascal. Ouais, à ce niveau, j'avais une petite remarque parce que tout à l'heure, on a écouté Thierry Henry qui parlait avant le match et je me suis dit, j'espère que les joueurs auront plus la patate que lui parce que j'avais l'impression qu'il était en train de dormir en parlant. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi parce qu'il faisait un petit peu, Ouais, je pense qu'à un moment donné, il avait l'air peut-être fatigué, mais je pense que quand il l'ouvre, ça doit pas rigoler. Enfin, en tous les cas, c'est dans les papiers que j'ai lus. Ça avait pas l'air de rigoler. Juste une petite parenthèse, puisqu'on a quand même un showman qui est là, un homme de spectacle, Philippe Candeloro. Cette cérémonie de clôture qui se profile, donc avec quand même des têtes d'affiche. Hein, ça va s'appeler Record la soirée dimanche soir au Parc des Princes, au Stade de France. Alors pourquoi record sportif, record de nombre d'invités hors France? Je pense que c'est une façon de symboliser le record de nombre de places, de gens dans les stades, de record de, je ne sais pas, de fraternité en tous les cas. On nous annonce un scénario, un monde futuriste où les Jeux Olympiques n'existent plus, c'est ce qu'il prévoit en tous les cas du côté de la programmation. Et en termes de groupe, il y aura Phoenix et Air pour les groupes français, mais on annonce aussi Snoop Dogg, Billie Eilish, les Red Hot Chili Peppers. Snoop Dogg encore, il n'était pas déjà prévu à la cérémonie d'ouverture celui-là? Après, c'est la partie américaine, puisqu'il y a un morceau qui va être fabriqué par la candidature de Los Angeles. Entièrement. Donc, entièrement. Tout à fait. Et donc là-dessus, c'est le passage de témoin entre la candidature parisienne et l'organisation, la candidature, l'organisation française et l'organisation américaine. C'est ça. Pascal. J'espère que ça ne sera pas prémonitoire. Je vous signale quand même que M. Trump, dans son discours hier, il a dit que la Troisième Guerre mondiale était à la limite. Donc quand on dit que les Jeux Olympiques n'existeront plus, bon... Non, il a dit ou n'existe plus. Voilà, un monde futuriste où les Jeux Olympiques, c'est le scénario qui est prévu. On va attendre de voir. Il y a Tom Cruise aussi qui sera dans la partie américaine, tête d'affiche. C'est pour ça qu'on l'avait vu dans les rues de Paris faire ses cascades en moto. Ouais, on pensait c'était pas pour la suite de Mission Impossible, dernier épisode. Là. Eh ben non. Antoine Mazère, vous avez l'air inquiet. Là. Le coup de massue sur la tête de l'équipe de France. 3e but encaissé par les joueurs de Thierry Henry. C'est un coup franc, il est sublime celui-là. Coup franc juste au-dessus, un petit peu au-dessus du mur qui va filer dans la lucarne de Guillaume Rest. Il ne peut rien faire, le gardien toulousain. Il est battu et ça fait 3-1, célébration des Espagnols devant le parquage, on va dire, où les quelques supporters espagnols venus encourager les joueurs de l'Aurora. Ça fait 3-1 et le but d'Alex qui vient marquer. Ça fait beaucoup là maintenant pour les coéquipiers de Alexandre Lacazette qui vont devoir trouver d'autres solutions s'ils veulent aller remporter la médaille d'or. Ça se complique un peu quand même. Il est magnifique le coup franc. Ouais. Tant que le match n'est pas fini, tout est permis. On va y aller, Marie-Claire, parce que Pascal, au quiz avec Marie-Claire, on a mis une tannée
à l'équipe des Philippe. Ouais, je me suis fait 4-0 d'entrée. Bam. J'ai vu Christine, mais je sais pas si tu avais bouquiné un peu le truc là, parce que les deux dernières réponses, vous les ai mis quand même. Alors je sais pas si vous étiez en direct. Je triche jamais. Mais elle aime pas perdre, elle a dit. Mais je n'aime pas perdre. Voilà, ça c'est dit. Bon, écoutez, on est obligé de se faire une petite pause là tout de suite, très rapide. Et on se retrouve pour la dernière demi-heure de C'est vrai voix des JO ce soir avec Philippe Candeloro, Marie-Claire Estou, Pascal Eauzan. On va appeler Daniel Sangouma aussi, Sébastien Delaigne. Et on va faire le tour de tous les sujets ce soir et parler de l'héritage. Quelle continuité de ces JO après les compétitions? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour, ceci est un communiqué du comité d'organisation de l'été. Oui. Comme on a tous la flemme de cuisiner mais qu'on veut quand même se régaler, nous proposons d'instaurer le melon charentais français pour tous, au déjeuner et au dîner. Mesure adoptée. Surtout avec les délicieux melons charentais jaunes Origine France à 1,35 € pièce du 9 au 11 août chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Détendez-vous, c'est les vacances. Vous êtes sur la route, vous rechargez votre voiture électrique à une borne Engie Vianeo. Il y en a plus de 1000. Les prix sont clairement affichés, la recharge est rapide. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Vous êtes bien. Venez faire le plein de sérénité. Avec Engie Vianeo, la route des vacances, c'est déjà les vacances. Plus d'infos sur engie-vianeo.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites « J'ai bien l'intention de faire chauffer la plancha, moi, ce week-end », eh bien, je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est le travers de porc à griller Origine France, au prix garanti le plus bas, de 6,29 € le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Détails sur carrefour.fr. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert qui les perd, les trouve et les repère. Et Mireille qui aime le soleil. Chin Chin Laflelou, ce n'est pas une mais 2 paires de plus pour 1 € de plus. Et cet été, vous pouvez offrir la 3e paire de lunettes de vue ou de soleil avec la carte cadeau Alain Afflelou. Et c'est jusqu'au 31 août. Exclusivement chez Alain Afflelou, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. C'est les vraies voix des JO ce soir encore sur Sud Radio avec nos vraies voix, membres du collectif des championnes et champions français, Marie-Claire Estou, Philippe Candeloro, Pascal Eauzan, Sébastien Delaigne aussi, je crois qu'il est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Bon, on va faire un petit crochet avec vous dans un instant sur ce qui s'est passé du côté du pentathlon moderne, parce que il y a aussi des bonnes nouvelles du côté des Français. On en est à la cérémonie de clôture, on faisait un petit focus. Voilà ce que nous dit Paris 2024 sur ce concert qui s'annonce gigantesque dans le Stade de France. 100 artistes, acrobates, danseurs, artistes de cirque qui vont accompagner les danseurs et chanteurs de renommée internationale. On a quelques noms qui sont ressortis. Une partie du spectacle devrait également se dérouler dans les airs, avec jeu de lumière, tout pour montrer le savoir-faire français pour les costumes, le tout un résultat global pour transporter les spectateurs, qu'ils soient chez eux ou dans le stade. Nous dit-on, alors j'ouvre les guillemets, dans un voyage dans le passé, aux origines des jeux, mais aussi dans le futur et finalement dans un univers intemporel. Le 11 août 2024, dit Thomas Joly, les JO seront terminés et la flamme olympique s'éteindra. Il y a aussi l'autre débat qui dit que la flamme olympique à Paris devrait rester. Beaucoup militent pour son maintien du côté du jardin des Tuileries. Vous allez regarder ça dans vos canapés, fauteuils Malheureusement, les canapés, parce que là, je suis à la recherche de deux billets. Si Thomas Joly nous entend. Pour emmener ma chérie qui est de ce monde artistique, ça serait quand même mieux et plus sympa de le voir, d'autant que ça va se passer dans le stade, donc ça sera, je pense, mieux que la cérémonie d'ouverture où certains étaient éparpillés sur 6 km de long, donc c'était pas facile à gérer. Et je pense que l'ensemble du spectacle sera plus visuel pour les spectateurs, mais aussi bien pour les téléspectateurs. Alors Pascal Eauzan est un des rares de cette tablée à être présent à la cérémonie d'ouverture. On annonce du lourd. Alors c'est un moment toujours ainsi un peu particulier pour les athlètes, et c'est une fête aussi pour eux, ce moment. Normalement, oui, c'est au moins le dernier rassemblement qu'ils ont tous ensemble avant de te dire au revoir. Mais je crois qu'ils sont plus
pour en parler avec moi, parce qu'ils l'ont fait, je crois qu'ils ont peut-être sans doute y participer. Marie-Claire. Oui, bah, écoutez, moi j'ai fait la cérémonie d'ouverture sur le bord de la Seine. Finalement, on a vu les bateaux passer, mais toutes les scènes qui étaient tournées dans Paris, on les a pas vues. Elles étaient projetées sur des grands écrans, mais on était assez loin des grands écrans. Donc j'ai pris une décision, c'est-à-dire que pour la cérémonie de clôture, je vais la regarder devant ma télévision, au chaud. Et à Atlanta, c'était comment ? Et Atlanta, c'était formidable. Moi, j'ai fait l'ouverture et la clôture, et c'est vrai ce que dit Pascal, c'est que la cérémonie de clôture, tout le monde a fini, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, peu importe, on se retrouve, c'est une vraie communion de tous les athlètes ensemble. Il y a de l'émotion. Et c'est quoi qu'il arrive, une très très grande fête. Il y a de l'émotion qui ressort dans tout ça, parce qu'en fait, on se dit effectivement, alors pour ceux en plus dont c'est la fin de carrière, qui a eu des médailles, moi, je me souviens à Nagano, j'étais comme un fou. En plus, j'avais piqué les bâtons pour taper sur les tambours d'un des gars qui devait faire son truc. Il était paniqué parce qu'en plus, quand tu fais ça à un Japonais. Mais pourquoi vous faites ça enfin mais parce que c'était là, parce qu'on s'éclatait avec l'équipe de France olympique. On était en train de délirer, on chantait, on fait. Bah, c'était la fin de la fête, quoi. C'est parce que les Jeux Olympiques, c'est la fête des sportifs et on se sent presque envieux de faire aussi bien, de participer en fait à la cérémonie de clôture en faisant la fête avec tous les participants. Et Sébastien Delaine, c'était comment vos cérémonies de clôture de vos Olympiades à vous ? Alors, gigantesque. Barcelone, c'était un feu d'artifice, mais dans la tête et en réalité, parce qu'il y avait un très gros feu d'artifice, mais ça pétait un peu de partout, en fait, j'ai envie de dire. Et au niveau des relations avec les autres, les étrangers, dans l'équipe même, ça sautait partout, ça chantait un peu, comme disait aussi Philippe, et ça dansait, ça se prenait dans les bras, donc c'était assez magnifique comme moment. Après, j'en ai vécu deux autres, ceux de Sydney aussi, c'était assez fabuleux parce qu'il y avait un beau spectacle et de la même façon, on se sautait tous dans les bras. Et en tant qu'entraîneur, j'ai vécu ce Tokyo où effectivement, là aussi, c'est le dernier moment qu'on peut vivre tous ensemble sur le même lieu, dans un stade, et tous les sportifs, entraîneurs et staff sont réunis, quoi. Mais à Tokyo, il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public, mais en fait tout se joue dans la scène, en fait, au milieu du stade et sur les pelouses. Donc on regarde pas le public. Ils font la fête tous ensemble, les sportifs. On se prend dans les bras, mais au milieu du stade, quoi. C'est votre méga partie géante pour vous tout seul. C'est génial. Ce qui nous réunit, c'est les 5 anneaux olympiques. Ce qui nous réunit, c'est les 5 anneaux olympiques. Et en fait, il n'y a plus de nation le soir de la cérémonie de clôture. Il y a une nation, c'est celle des sportifs. Pascal, des Olympiens. Ouais, des Olympiens. Pascal et Ouzan. Ouais, alors par contre, moi, ça me pose un peu question parce que là, vous avez annoncé un super spectacle pour la cérémonie de clôture. Donc, on voit vraiment un vrai spectacle. Et Monsieur Macron a annoncé, lui, le 14 septembre, une grosse parade sur les Champs-Élysées. Donc, je me demande finalement si les deux ne sont pas un peu distincts et que finalement, là, il y aura deux cérémonies de clôture. Une spectacle pour la télé et pour le monde, pour le reste. Et puis, pour les sportifs, cette super parade sur les champs. D'ailleurs, je tiens à préciser que Patrick Vignal, qui est venu nous voir sur ce plateau, grâce à vous, Christine, a appelé hier le président. Et moi, je l'avais eu dans la journée pour lui dire qu'effectivement, il fallait faire une très, très belle fête en réunissant tous les champions de toutes les générations, tous ceux qui ont servi ces Jeux olympiques, notamment pour ceux de 2024, mais tous ceux qui étaient en amont ont participé à cette candidature et puis finalement la réalisation de ces Jeux. J'espère qu'ils nous oublieront pas. Ça sera peut-être aussi l'occasion de faire défiler aussi les porteurs de flammes sportifs, médaillés olympiques ou pas, et puis tous les champions qui ont été oubliés. Peut-être que ça serait bien de mettre tout le monde dans cette grande parade, en fait. Et oui, il faut qu'ils profitent du moment. Il y a plus de 60, il va y avoir 60 plus puisqu'il y aura tous les sports collectifs, toute cette génération de Paris 2024 qui rentre dans le cercle très fermé des Olympiens, c'est un cercle fermé quand même. Hein, ils sont 100 000, vous êtes 100 000 sur la planète, pas plus. Hein. C'est dingo. Je ne les ai pas comptés, j'avoue, mais c'est un privilège, oui, d'avoir vécu des grands moments d'émotion, parce que finalement, au-delà de la victoire ou de la défaite ou de la semi-victoire,
c'est des moments d'émotion qui sont extraordinaires et puis c'est des souvenirs impérissables. La redescente d'un tel événement, elle est facile. On pense à lundi matin parce que nous, en tant que observateur, même si on est un peu amateur, on se dit oh là, il va y avoir un grand vide dans l'activité, puis dans l'intérêt qu'on a. Il y en a beaucoup qui envoient des messages sur les réseaux sociaux pour dire on veut pas que ça s'arrête. Mais pour les acteurs, comme les sportifs que vous êtes et vous avez été, qu'est-ce qui se passe le lendemain où finalement on revient, on range son sac et on doit vider son sac d'Olympien, on était au JO. Je dirais ça dépend du calendrier sportif de chacun. C'est-à-dire que moi je vois c'était les Jeux Olympiques d'hiver donc en février. Au mois de mars, on a le championnat du monde. Donc, on n'a pas trop le temps non plus de faire la teuf. On n'a pas trop le temps de s'endormir. On n'a pas le temps d'être trop nostalgique. Il faut repartir à l'entraînement 3-4 jours après et puis se relancer. Pour ceux qui ont 6 mois de latente avant leur prochaine échéance, ils vont pouvoir profiter un petit peu, mais pas trop parce qu'il ne faut pas prendre trop de poids. Et si on a envie de continuer sa carrière, il faut continuer à s'entraîner. Pour ceux qui s'arrêtent, là, après, effectivement, ça peut avoir des conséquences un peu lourdes. C'est en fait très, très variable parce que moi, je me souviens quand je suis rentrée des États-Unis, avec ma médaille d'or, j'ai été très très sollicitée, donc j'ai fait des médias, j'ai fait des émissions, etc. Donc en fait, à raconter et à partager ma victoire, ça permettait de poursuivre et de prolonger un peu les moments d'émotion. Non, ça s'arrête pas brutalement. Et Sébastien Delaine qui a fait 4 Olympiades aussi. Sébastien, ce lendemain des JO, est-ce qu'il y a un JO blues? Oui, absolument, oui. Ah ouais. Alors, malheureusement, j'ai fait au mieux 4e, donc forcément, il y a un gros blues, et ce blues, il est aujourd'hui encore, surtout quand je vois comment ça se passe en regardant tous les sports à la télé. Donc, je vais pas me cacher, ça reste comme un boulet que vous traînez toute une vie. Par contre, le blues, s'il manque quelque chose, quoi. Le lendemain, c'est on se retrouve vidé parce qu'on a tout donné, et puis parce que les 15 jours sont passés. Mais dans la tête, c'est très difficile. Enfin, moi, je l'ai vécu difficilement. À chaque fois, c'était il manquait quelque chose. Déjà parce qu'on repartait pas de suite à l'entraînement et qu'il n'y avait pas une carotte au bout, comme on peut dire. Dans un délai très proche, mais parce que il manquait tout ce qu'on venait de vivre. C'est tellement beau à vivre et tellement puissant au niveau émotion que finalement on se retrouve, je dirais, dans une demi-dépression, quoi. Ouais, c'est ça. L'adrénaline, on s'y habitue. Je suis assez d'accord avec ça. Alors bien sûr, j'ai pas fait les JO, mais à l'époque on avait les championnats du monde tous les 2 ans et c'était vraiment notre compète. Et gagner ou pas gagner, moi quand j'ai gagné mes titres de champion du monde, généralement après je prenais 2 mois de vacances. Et c'est vrai que il y avait l'euphorie de la gagne, et en même temps derrière il y avait quand même un grand vide. Alors c'était pas une déprime, mais c'est vrai qu'il fallait un certain temps pour se remettre en route et pour dire allez je repars, etc. Mais il y avait un grand vide parce que c'est des objectifs qui vous occupent quand même. Alors les Jeux c'est 4 ans, mais tous les jours pendant 2 ans pour le championnat du monde, vous pensez tous les jours à ce championnat. Pendant 4 ans aux Jeux, vous pensez tous les jours à ça, quoi. Je veux dire, et le lendemain, une fois que c'est fait, victoire ou pas victoire, il faut trouver autre chose. Rien. Ouais, pour partir ailleurs. Je crois que les gens ils se rendent pas spécialement compte de ce que nous on vit en fait. On a été sportif. Moi j'ai connu des moments extraordinaires dans ma vie de champion, de papa ensuite. Et après, qu'est-ce qui nous reste pour les 40 prochaines années ou 30 prochaines années de notre vie? On se dit, et comment je vais trouver les mêmes émotions? Que vais-je faire du temps qu'il me reste à vivre? Non, mais c'est-à-dire que c'est pas ce que je vais faire, c'est que comment je vais trouver des choses qui vont me procurer autant d'émotions, autant de choses fortes qu'on a vécues, alors qu'on les a vécues il y a déjà 30 ans. Il faut venir au voie des JO pour avoir autant d'émotions. Pour croiser Christine, j'ai eu des fortes émotions. Sébastien Delaine, on fait un petit focus quand même, parce que c'est important votre regard sur nos Français au pentathlon moderne cet après-midi qui se hissent en finale. Parlez-nous de ce que vous avez vu. J'ai vu de belles choses. Ouais. L'équipe de France bien dans le coup, quoi. Et effectivement, déjà avec un début sur l'escrime hier où ils se sont bien classés, surtout Elodie Clouvel qui est en tête de l'escrime et qui a marqué le début de la compétition avec une avance, une belle avance. Maintenant, tout reste à faire. Vous savez, il y a beaucoup de paramètres à gérer en pentathlon, notamment le tirage au sort des chevaux qu'on ne connaît pas. Ceci dit, aujourd'hui, on a vu les demi-finales avec les garçons où il y a eu un très bon comportement de la part de
de Jean-Baptiste Murcia et Valentin Prade, puisqu'ils arrivent à se hisser dans les 9 premiers qui vont donc sur les 2 demi-finales vont pouvoir se qualifier, vont pouvoir passer sur la finale de demain. Donc il y en aura 18, il y a 9 qui sont passés aujourd'hui et les Français étaient dans la même demi-finale et ils sont passés tous les 2. Voilà. Ah, c'est génial. Ça, c'est bien. Voilà. Ce sont des bonnes nouvelles. Ah, c'est de bonnes nouvelles, oui. Surtout que, voilà, chez les garçons, Jean-Baptiste Murcia avait un peu de retard en escrime. Il a su le combler. Maintenant, ils repartent demain avec juste le résultat d'escrime. Et une compétition est à refaire. Voilà. Donc, on attend demain. Bon, on va suivre ça, Sébastien, évidemment. Alors, on va vous libérer, Sébastien, mais vraiment un immense merci d'avoir été avec nous dans les vraies voix des JO, Sébastien. C'était un honneur, un plaisir. On a échangé beaucoup. Ah, Pascal Héouzan lève la main. Pascal, le chef. Sébastien, bougez pas. Oui, je crois que c'est le moment de vous le dire, que vous êtes notre véritable coup de cœur, Christine. On voulait tous vous remercier. Mais c'est pas fini, il reste un quart d'heure, Pascal. On n'est pas petit. Ça peut couper, je préfère le dire maintenant. Donc on vous remercie. Un quart d'heure, c'est le temps des remerciements. Vous et votre équipe de nous avoir permis de participer à ces jeux d'une autre manière. Et franchement, on a servi, je pense, à quelque chose, parce qu'au voir des annonces qu'il y a eu, vous en avez parlé dans le premier temps de l'émission, mais je crois qu'on a été écoutés par des instances et que de nos débats, ont sorti des idées, et des bonnes idées, j'ai l'impression, donc, notamment pour la défiscalisation des primes des sportifs de haut niveau, parce que c'est vous qui avez abordé le sujet la première fois. Exactement, voilà. C'est vous surtout qui avez posé la question en parlant de ce que ça représentait, parce que nous, pauvres kidam, on ne sait pas ce que ça représente, des années d'efforts et de travail pour une simple médaille. Certains trouvent ça dérisoire, mais c'est quand même toute une vie de travail. Mais derrière, vu le succès de ces Jeux Olympiques, de ce que ça apporte finalement à toute une nation, on va voir comment tout ça va être transformé. Ça va être la question dans la minute qui vient, mon cher Pascal, de tout ça. Mais c'était un plaisir de vous avoir, et on vous avait dit, on parle vrai, et vous avez pu faire exactement ce que c'était promis, et ça c'est important, et vous avez saisi la balle au bon. C'était un plaisir. Sébastien Delaigne, on vous libère. C'est gentil, merci à vous. Bisous, à bientôt. Lundi, justement, ça va nous manquer aussi. Ah ouais, ça va tous nous manquer, ça c'est clair. On va avoir du mal. On va zapper sur les chaînes de télé et on va remettre les replays. On va remettre les replays, vous inquiétez pas. Et toutes ces émissions, si vous voulez les réécouter, toutes ces émissions, elles sont en podcast sur le site de sudradio.fr. Donc comme il y en a une quinzaine, vous pouvez continuer tout le mois d'août à les réécouter, comme si c'était en direct. Voilà. Super. Allez, on va parler avec vous et nos vraies voix. On va appeler Daniel Sangouma aussi une dernière fois pour avoir un petit peu la température au Stade de France, où cette vraie voix des JO suit les compétitions d'athlétisme, et on se retrouve juste après sur Sud Radio, et un petit coup d'œil aussi de ce qui se passe du côté du Parc des Princes dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus... Droite, les dernières minutes à passer ensemble pour ces vraies voix des JO, cette émission qu'on vous propose depuis 3 semaines maintenant avec les membres du collectif des championnes et champions français. C'est pas palmarès, j'en bafouille, dis donc. XXL, alors ce soir on a avec nous, tout à l'heure on était avec Sébastien Delaigne, on va avoir Daniel Sangouma dans un instant, on est avec Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou, Pascal Héouzan, toujours rien du côté du Parc des Princes, ça ne va pas mieux, Antoine Mazer? Ouais, les Français quand même qui poussent dans cette fin de première mi-temps, toujours menés 3-1 par cette équipe espagnole. Ils tombent quand même sur un gardien Arnaud Tenas qui est gardien du Paris Saint-Germain. Mais ça c'est pas normal. Dans les cages espagnoles qui arrêtent beaucoup de tentatives, notamment la tête à l'instant de Jean-Philippe Mateta. Ils sont proches de revenir au score, notamment nos Français, mais c'est vrai que là, dans la mi-temps et dans 2 minutes, ça serait bien de marquer un petit but pour en tout cas relancer un petit peu le suspense. Mais c'est vrai qu'on sent que le public du Parc des Princes, il y a eu 4 occasions, la franche, là ils étaient pas loin de revenir, les hommes de Thierry Henry, mais toujours 3-1 pour l'Espagne face à la France. Impossible n'est pas français. On l'espère. Pascal. Ouais, juste pour vous dire, parce que j'avais demandé à Florian pour Mousseau d'intervenir avec nous. Il vient juste de m'envoyer un petit message de sympa. Il me dit: salut Pascal, merci beaucoup pour ton message. On va s'accrocher jusqu'au bout pour essayer de décrocher 1 ou 2 médailles. Bise. Ah, c'est bien. C'est bien, tout à fait. Alors, 2 médailles de plus.
Avec vous, il nous reste une poignée de secondes et une poignée de minutes à partager. Comment prolonger l'effet JO pour la société, pour le sport, pour le pays finalement. Est-ce qu'on peut rêver à quelque chose de différent, qui aille mieux, parce que là c'est une telle réussite. Enfin, c'est le sentiment que l'on a tous pour l'avoir vécu. Alors il y a toujours ceux qui disent on en fait trop, les JO, il y a autre chose dans la vie. Certes, il y a tous les problèmes qui vont venir, mais est-ce que c'est pas l'occasion finalement de transformer ou d'en profiter un peu? Alors, moi, je pense que c'est une très belle réussite en termes d'organisation. C'est une belle réussite en termes de résultats, parce que on attend encore des médailles, c'est pas fini, mais on en a déjà un beau lot. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le sport, transpire par toutes les pores de la société et à tous les niveaux de la société. Et moi, je sais que quand j'étais en sport-études, j'ai beaucoup souffert d'un manque de considération, notamment par les enseignants qui disaient, de toute façon, les sportifs, ils ont des gros bras et un petit poids dans la tête. C'est pas tout à fait vrai, parce que... Ce qui explique mon résultat au quiz de tout à l'heure. Non, mais je récuse tout à fait ces accusations. Je pense que les sportifs, ce sont des gens qui sont engagés, qui font souvent le choix d'un double projet études et sport, qui sont des gens qui vivent des émotions, des épreuves, des hauts et des bas, qui savent se remettre en question pour aller chercher la médaille. Et je pense que ça fait des citoyens, des vrais citoyens pour la France. Et donc je pense qu'il faut encourager la pratique sportive encore plus. Il faut soutenir les sportifs de tous horizons et de tous âges. Et il faut que le sport demain soit pas simplement une activité physique, mais un sport dans le sens philosophie. Et en tant que judoka, la philosophie, on sait ce que c'est. C'est de l'engagement, c'est du courage et c'est aussi du respect. Et je pense que notre société, elle a besoin aussi de respect des gens les uns envers les autres. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Je dirais, moi, qu'il faut avoir le respect jusqu'à la fin de vie des athlètes qui ont fait briller la France, en fait. C'est-à-dire qu'on soit soutenu jusqu'à la fin de notre vie quand on a fait une médaille, parce que les hommes politiques le sont. Ils sont, je veux pas dire qu'ils sont rémunérés jusqu'à la fin de leur vie, mais on va dire qu'ils ont quand même une assurance entre guillemets du chômage anticipé. Et nous, ça devrait être la même chose. Voilà. Oui, parce que quand un athlète s'arrête, se blesse, c'est souvent très compliqué. Et sur le plan de l'organisation, de sa vie, de sa santé, ça a des conséquences. Et les statuts sont encore un peu précaires sur beaucoup de choses. Pascal Eouzan. Non, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que d'ailleurs, Monsieur Bopp l'a dit tout à l'heure. Je crois que les Jeux Olympiques, surtout en France, ont fait prendre conscience aux Français et je crois même aux politiques de l'impact que peuvent avoir d'autres sports que le football. Et je pense pas qu'on va oublier de sitôt une telle mobilisation du peuple français autour du sport, parce que là on parle vraiment du sport dans sa globalité. J'ai toujours entendu parler, il y a le sport et les autres. Non, là on a vu le sport et le foot est même intégré à tout ça et tout le monde est heureux. Et je crois que si les politiques ne peuvent pas fermer des yeux là-dessus, ou alors je comprends plus rien. Mais là, on a vu ce qu'était l'impact du sport par rapport à d'autres domaines. On a vu que c'est pas que de la santé, c'est aussi du bonheur. Enfin là, ça fait quand même 3 semaines. C'est des sourires. Ouais. Ils pourront plus nier, en fait. Ils pourront plus mettre la poussière sous le tapis en disant c'est bon, on va passer à autre chose. Est-ce qu'ils pourront plus dire ça reste que du sport, c'est du loisir, c'est pour aller bien. C'est tellement plus que ça. Voilà. C'est tellement plus que ça. C'est plus possible. Et en plus, d'un point de vue économique, quand on va faire le bilan, on va aussi se rendre compte que le sport, ça ne coûte pas. Enfin, ça rapporte plus que ça coûte, quoi. Enfin, il faut être très clair. Là, le bonheur, ça a un prix, hein. Je veux dire, le bonheur, ça déteint sur la santé. Donc, si on multipliait ce genre d'événements, alors pas les Jeux Olympiques tout le temps, mais si on prenait plus conscience de l'impact du sport au quotidien et qu'on avait plus de compètes et qu'on finançait un peu plus ça, je pense que peut-être que même notre société irait un peu mieux. Alors l'héritage, oui, mais avec ou sans droit de succession? Bonne question. C'est une bonne réflexion, absolument. Il va y avoir toute la partie des Jeux paralympiques qui vont prolonger ce moment-là. Là aussi, c'est important de souligner que c'est important de suivre ces Jeux paralympiques pour une inclusion enfin définitive des gens en situation de handicap, des personnes qui souffrent. Mais cette bouffée
collective, de moments où finalement on était tous unis. C'est Thierry Henry qui disait ça, hein, qui dit quand on est tous ensemble, on est imbattable et on est un pays fabuleux. Est-ce que c'est aussi ça finalement la leçon qu'on retiendra de ces JO? Moi j'ai vu que des sourires. Hein. Oui, et puis tout le monde sourit. Enfin, on parle au présent puisque c'est pas fini. Et tout le monde sourit. Les gens dans la rue, les policiers, les gendarmes, tous ceux qui participent, les supporters. Bon, ceux qui perdent, ils ont un peu moins le sourire que les autres. Mais globalement, c'est quand même du bonheur et des choses qui sont positives. Et il faut positiver. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que, là, c'est vrai que cette parenthèse olympique était vraiment enchantée. J'espère que ça va durer. Malgré la situation politique dans laquelle on est, j'espère que la rentrée restera calme et que les gens seront responsables et respectueux. Et respectueux des Paralympiques qui vont démarrer. C'est surtout ça. Je pense qu'on va avoir quand même moins, parce qu'il y a la rentrée des classes, il y a le périphérique parisien qui va de nouveau se trouver dans l'encombrement, et donc du coup les gens vont continuer à s'énerver. En revanche, il y a un truc qui va être bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de scolaires qui vont se rendre sur les stades pour aller suivre les épreuves des Paralympiques, et ça va être génial. Alors, on a un petit coucou, un dernier à faire à Daniel Sangouma qui est avec nous depuis le Stade de France. Daniel. Oui, en effet, je suis... Il y a beaucoup de bruit, je suis désolé. Hein. Bah non, mais tant mieux qu'il y ait du bruit, parce que ça veut dire que l'ambiance est là. Daniel, l'ambiance est là, il n'y a pas de souci. Un dernier mot sur notre débat. Alors bien sûr, on va pas rentrer dans le détail des compétitions d'athlétisme parce qu'on arrive au bout, mais pour vous, Daniel, comment on prolonge l'effet JO pour la société, pour le sport, pour le pays finalement? C'est ce qu'on appelle communément l'héritage. Donc il y a eu l'héritage pour avoir les Jeux, donc ça c'était nous, les anciens, et puis maintenant il y a l'héritage des Jeux qu'on a accueillis et qui vont rejaillir sur l'ensemble du sport français, sur l'ensemble de la société française, sur l'ensemble de l'économie française, je pense également. Donc voilà, c'est cet héritage-là qu'il va falloir faire fructifier, si je puis dire, si je peux utiliser ce mot. En tout cas au niveau sportif, je pense que on va finir avec un maximum de médailles. Et ça va rejaillir forcément sur nos clubs, ça va forcément rejaillir sur nos associations sportives. Et ça, c'est vraiment le concret. Après, comme j'ai entendu mes amis dire, en effet, on espère que cette trêve puisse continuer, puisse perdurer, puisse-t-on s'en inspirer pour travailler en bonne intelligence, puissent nos politiques s'en inspirer pour travailler en bonne intelligence et faire en sorte que les uns et les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche, je sais pas, en tout cas, qu'ils harmonisent leur réflexion pour faire avancer le pays. Tout ça, c'est de ça dont on a besoin, et c'est de ça dont on va s'inspirer. Merci beaucoup Daniel Sangouma, et bonne soirée du côté du Stade de France, de ce stade magnifique d'athlétisme avec ses compétitions. Alors on arrive au bout parce qu'il est bientôt 19h. Moi je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Mais c'est nous qui vous remercions, qui remercions toute l'équipe de Sud Radio. Alors moi j'ai rencontré Christine, alors donc je vais pouvoir dormir tranquille jusqu'à l'ouverture des Paralympiques. En tous les cas, merci infiniment vous, le collectif des championnes et des champions français. On va vous suivre évidemment, mais merci parce qu'on a vécu les JO autrement, nous en interne aussi, avec votre regard, votre passion, votre expérience, ce que vous avez vécu et ce que vous nous avez apporté. Moi je voudrais te remercier, je dis tu parce qu'on se dit tu tous les jours, c'est Antoine Mazer qui a fait un boulot de dingue pendant ces 3 semaines, vraiment. Merci pour les quiz. Les quiz, il sait tout, il continue, mais il va continuer de parler des JO la semaine prochaine autrement, avec Frédéric Brindel qui sera là. Et on parlera aussi des paras, bien sûr. Et bien sûr, on va se préparer pour la suite des compétitions. Merci infiniment. C'est Gauthier Ramon aussi qui m'a supporté, mon petit stagiaire, et on le remercie. Les gens du web, à la technique, bis tout le monde. On a passé un moment génial. Et le sport c'est pas mal en fait. On se sent bien entre sportifs. C'est chouette. À bientôt dans le Sud et à bientôt sur la radio. Pour ceux qui vont pas bien, mettez-vous au sport, vous verrez, ça va beaucoup mieux. Ça crée des
Vous savez ce qu'on dit, Christine, sportez-vous bien. Exactement. Et merci Christine aussi. Bisous. Merci beaucoup. Tout le monde. Demain, il y a toute l'équipe des sports aussi qui va suivre ce qui va se passer sur tous les terrains avec Alexandre Priam. À partir de 16h, on suivra tout ça. Et puis, allez les Bleus, allez la France. Soyons très chauvins pour une fois dans cette émission, mais c'est vraiment ce qui nous fait plaisir. Je vous embrasse 1000 fois. Très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.